Bien, bonsoir. Je voulais d'abord remercier Paul Bouffartigue de m'avoir invité et d'avoir persévéré dans sa proposition d'invitation. Je vais de temps en temps à Aix, c'est une ville évidemment qui est toujours très, très attractive, mais j'y vais aussi pour le travail assez souvent. Et je me réjouis d'être ici avec vous. Je remercie Liberté d'expression et l'UPPA, donc l'Université populaire du pays d'Aix, de s'être alliés pour soutenir cette conférence. Alors, immigration contre les fantasmes, les faits. Nous avons une difficulté, nous, les chercheurs, mais ça s'étend aux démographes, aux statisticiens. J'ai travaillé dans la statistique publique de longues années, j'ai travaillé une douzaine d'années à l'INSEE, j'ai dirigé l'Institut national des études démographiques, donc la partie quantitative est importante. Et il y a un débat, la situation n'est pas très bonne en ce moment, entre les chercheurs et la classe politique. Et quand nous contredisons ce que disent certains politiques en matière notamment quantitative, et l'ampleur de l'immigration, eh bien, nous sommes souvent mal perçus et on nous reproche assez fréquemment d'être des militants. C'est un grief de plus en plus courant, les savants perdent leur neutralité et s'engagent. Et puis en même temps, ils s'engagent assez aisément parce qu'ils sont loin des réalités, ils sont dans leur tour d'ivoire, vous connaissez ce stéréotype. Ce sont des bobos. Bobos, ça veut dire qu'ils habitent dans de beaux quartiers, donc ils ne sont pas soumis à la pression de la migration. Et voilà, alors il se trouve que ça ne marche pas très bien ce qui me concerne, parce que depuis 35 ans, je vis dans une banlieue du nord de la région parisienne, et je n'ai pas besoin de faire des expéditions en banlieue pour voir à quoi ressemble l'immigration, j'y vis. Bon. Mais c'est un argument très, très fréquent. Et voilà, on sait aussi Pangloss, c'est un docteur Pangloss, c'est-à-dire ignorant les réalités, se satisfaisant de l'existant, ne voyant pas les problèmes, etc. Alors que les politiques, eux, se coltinent au réel, n'est-ce pas? Ils l'affrontent à bras-le-corps, voilà, et ils écoutent, ils sont à l'écoute du peuple. Donc ça, c'est le grand stéréotype que je vais essayer de démolir carrément dans cette conférence. Je pense en réalité que c'est exactement l'inverse. Je dirige un collectif de chercheurs qui s'appelle l'Institut Convergence Migration, où sont affiliés 600 chercheurs ou chercheuses qui sont membres de leur université, de leur institut de recherche, mais qui consacrent une partie de leur temps à faire des recherches ensemble avec nous. Et je suis très frappé de voir tous ces jeunes chercheurs, il y a beaucoup de femmes notamment parmi eux qui affrontent la réalité, suivent des migrants pendant des mois et des mois, vont dans les pays de départ, travaillent sur cette formidable tension qui existe entre les autorités administratives et les demandeurs, etc. Et je pense que ces personnes ont une vision réaliste de l'immigration sans rapport avec les décisions prises d'autorité et parfois de très loin par des responsables d'institutions, des ministres, un président. Enfin. Voilà, donc je voudrais dire que lorsque par exemple un politique nous dit la France bat le record des demandes d'asile, nous détenons le record de l'immigration en Europe, etc. Bon, moi, c'est tout bête, hein, voilà un politique qui entre dans mon champ d'expertise. C'est pas moi qui entre dans le sien, c'est lui d'abord qui commence par proférer des affirmations qui sont souvent d'ordre quantitatif, parce que le débat sur l'immigration a un aspect quantitatif très fort. Hein. Le grand remplacement, c'est d'abord du quantitatif. Invasion, submersion, tout ça, ce sont des données, ce sont des concepts en réalité quantitatifs. Alors, quand un politique fait en quelque sorte intrusion dans mon domaine d'expertise, moi je trouve que c'est très bien qu'il s'intéresse à la sphère quantitative. Moi je réagis tout bêtement, je dis vérifions, voyons si c'est vrai, regardons ça un peu d'un peu plus près. Et si on prétend qu'on détend un record en Europe, allons regarder aussi les données des pays voisins. Faisons du comparatisme. Voilà un peu les. Et j'ai une règle d'or, hein, c'est une formule que j'utilise de plus en plus souvent. Ce ne sont pas mes convictions qui dictent mes recherches, ce sont mes recherches qui dictent mes convictions. Alors récemment, je vais partir de l'actualité la plus fraîche. Vous vous souvenez que François Bayrou, notre Premier ministre, a lancé
a relayé cette idée qu'il y a un sentiment de submersion migratoire. Et il a fait cette réponse à Boris Vallaud, le leader du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ce n'est pas le seul endroit de France, donc vous voyez qu'il ne parlait pas seulement de Mayotte, mais bien d'autres mesures, que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté, parce que tout un pays, toute une communauté d'un département français, bon, l'expression est un peu bizarre, mais il voulait dire Mayotte, mais tout un pays, c'est peut-être la France, c'est pas très clair, est confronté à des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Alors il parle de Mayotte, il parle de la métropole, c'est pas très clair. Ce ne sont pas les mots, M. Vallaud, qui sont choquants, ce sont les réalités. Donc, bon, c'est dit dans le feu de l'improvisation parlementaire. Bon. Et ça a eu un écho dans les médias considérable, je cite quelques exemples, et certains organes de presse ont mené des études assez... oui, il va falloir, Paul, que tu te mettes face à l'écran plutôt que de lui tourner le dos, hein, parce que sinon tu vas rater... Ah oui, tu arrives à regarder un peu de biais. Bon. Donc, certains médias ont procédé à des analyses très intéressantes sur l'histoire de l'expression. Bon, je pourrais vous en parler des heures parce que je connais bien l'histoire de l'expression submersion migratoire. Donc, il y a eu un peu de tout, mais il y a eu aussi beaucoup d'analyses consistant à dire pourquoi politiquement il fait ça, quelle est sa stratégie, etc. Bon, toutes ces choses que les journaux aiment bien. Et il se trouve que j'avais écrit une tribune sur la circulaire Retailleau concernant... oui, une tribune dans Le Monde concernant la circulaire Retailleau. Et le journaliste, juste avant que la publication, m'a dit « Mais est-ce que vous ne pourriez pas rajouter un paragraphe sur la submersion migratoire ?» Parce que François Bayrou venait de lancer la formule. Bon, j'ai dû réduire mon texte, il fallait encore que... Et donc, à la fin, je termine en disant qu'il était vraiment déplorable que le Premier ministre reprenne ce vocabulaire de l'extrême droite. La tribune est publiée, et moins d'une heure après, dring dring, le Premier ministre veut vous parler. Et donc François Bayrou, au téléphone, me dit « Monsieur Véran, j'approuve, je suis d'accord avec beaucoup de choses que vous dites dans cette tribune, mais la dernière phrase, non, est-ce que vous avez vraiment bien écouté ce que j'ai dit sur LCI? Je vais vous envoyer la transcription de l'entretien, et puis vous me direz. » Bon, j'ai lu la transcription de l'entretien. Je n'ai pas eu besoin de le rappeler parce que très clairement, oui, c'était reprenait le vocabulaire d'Alexandre, ce que vous voulez que je dise, c'est pas bon. Mais enfin, peut-être avait-il été touché ou piqué au vif, je ne sais pas comment dire, ce qui n'a pas empêché, 2 jours après, de lancer l'idée qu'un débat sur l'identité nationale serait une bonne chose. Voilà donc l'intérêt que je porte à ça, mais je vais essayer de faire abstraction de ma personne. Alors, je vais peu vous parler de François Bayrou, et beaucoup plus du ministre de l'Intérieur. Alors, il se trouve qu'il s'appelle Bruno Retailleau. M. Retailleau, c'est l'incarnation contingente d'un rôle qui existe depuis longtemps dans notre République, le ministre de l'Intérieur, absorbé, préoccupé par la question migratoire, et totalement persuadé que ses prédécesseurs n'ont rien fait, et qu'avec lui, enfin, on va pouvoir mettre fin au laxisme qui régnait, qui suffira simplement d'être plus ferme. Alors voilà ce qu'il déclarait à l'AFP en octobre 2024, qui venait à peine d'être nommé. « Je veux que sur tous nos systèmes sociaux, la France ne soit pas en avance, plus généreuse que les pays européens. Si nous, on est au-dessus de la moyenne de ce que font les Européens, en matière par exemple de soins, en matière d'aide sociale, en matière de regroupement familial, les filières des passeurs, les trafiquants d'êtres humains vont orienter bien sûr les flux vers la France plutôt que vers les autres pays. Ma stratégie à moi, elle est simple à comprendre, c'est de situer la France dans la moyenne basse des pays européens. C'est le cas pour l'AME, l'aide médicale d'État. Je demande à ce qu'on reprenne les conclusions d'un rapport qu'avaient fait messieurs Stefanini et Evin et qui montrait que l'AME était un encouragement à la clandestinité. Alors là, France Info, la section Fact-Show a fait une vérification et le rapport Stefanini et Evin ne dit pas du tout que l'AME est le principal facteur de la migration clandestine. Enfin, je passe, ce serait un peu long à démontrer. Alors, vous voyez, dans une interview de ce genre, vous avez toute une série d'informations. On est au-dessus de la moyenne des Européens, on est très attractif, il faut qu'on redescende sous la moyenne. Tout ça, ce sont des aspects quantitatifs. On est en plein dans mon domaine, là. Donc je ne peux pas m'empêcher de vérifier tout ça.
Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans les minutes qui viennent. Je résume d'abord mon argument très simplement. Il se trouve que la population immigrée, la partie de la population mondiale qui a émigré ou immigré, puisque à l'échelle mondiale c'est la même chose, c'est une population qui ne cesse de progresser dans le monde, pas seulement en Europe occidentale, mais notamment en Europe occidentale. La France est dans ce mouvement, on ne voit pas comment elle pourrait y échapper, mais il se trouve qu'elle suit ce mouvement avec une certaine modération, à distance. On essaiera de comprendre pourquoi. Et je rappelle qu'il y a sur le marché, si j'ose dire, deux définitions de la migration, c'est pas très compliqué. La définition la plus simple, la plus facile à mettre en œuvre au niveau international, c'est celle de l'ONU, qui consiste à dire qu'on est migrant quand on est né dans un pays X et qu'on vit durablement dans un pays Y. Et ce, pour une durée d'au moins 1 an, parce que toutes les comptabilités démographiques se font à l'échelle annuelle. Donc c'est ça que l'ONU, par exemple, dans son site de la division de la population, un site très bien fait, utilise comme définition de migration, vivre durablement dans un autre pays que son pays de naissance. Et puis, quelques pays comme la France ajoutent une définition plus restreinte et disent, attention, il ne faut pas intégrer là-dedans, inclure là-dedans les personnes qui avaient déjà la nationalité française avant d'entrer sur le territoire. Donc les rapatriés, par exemple. Bon, je trouve que les rapatriés sont plus si nombreux que ça. C'est une population forcément en voie d'extinction, parce que ça commence, 1962 commence à être lointain. Et puis il y a aussi les Domiens qui sont comptés par les Nations Unies comme étant des migrants, parce que les Nations Unies comptent tous les territoires, toutes les possessions d'outre-mer de tous les pays occidentaux à part. Bon, c'est un détail, ça fait qu'il y a une différence, on verra qu'elle n'est pas énorme et qu'elle ne bouleverse pas les comparaisons internationales. Pourquoi immigré et pas étranger? C'est une question qu'on me pose souvent. Étranger, évidemment, c'est une situation juridique. On oppose les étrangers aux nationaux, aux Français en l'occurrence, alors qu'immigré, ce n'est pas un statut. Immigré, c'est une notion géographique, c'est donc ce que je viens de vous définir à l'instant, le franchissement d'une frontière pour un établissement durable dans un autre pays, mais c'est pas... On n'a pas, par exemple en France, de droits qui vous sont refusés ou qui vous sont accordés parce que vous êtes immigré. C'est vrai pour les étrangers par rapport aux nationaux, mais pas pour les immigrés. Et en effet, 38-39%, quelque chose comme ça, des immigrés sont français, ont acquis la nationalité française. Donc on ne peut pas opposer les Français aux immigrés, on peut opposer les immigrés aux natifs, une expression qui n'est pas très utilisée en France, et on peut, ou alors les étrangers, les Français et les étrangers. Mais pourquoi s'intéresse-t-on à l'immigration? D'abord, c'est intéressant de savoir au fil du temps comment s'intègre l'immigration, quelle est acquis la nationalité du pays d'accueil ou pas. Et puis, si on se bornait à des comparaisons concernant uniquement les étrangers à l'échelle internationale, ce serait impossible, parce que les droits de la nationalité sont extrêmement variables d'un pays à l'autre, et qu'on ne pourrait donc pas faire de comparaison. Je signale qu'il y a des pays entiers qui n'offrent pas la possibilité d'accéder à la nationalité. On ne peut pas devenir chinois, par exemple. Impossible, ça n'existe pas, il n'y a pas de loi prévue. Voilà. Si vous voulez devenir chinois, il faut acheter un passeport chinois. Bon, en gros. Donc, mais c'est vrai pour beaucoup de pays du monde arabe, du Golfe Persique, il faut 35 ans, 40 ans, il faut déjà être musulman, il faut être parrainé, il n'y a pas de procédure officielle, c'est très secret. Il n'y a pas tellement de pays que ça qui autorisent l'acquisition de la nationalité. Donc, la comparaison internationale est extrêmement, serait impossible si on avait uniquement les critères étrangers. Je vais donc me reporter sur les critères de l'immigration, donc utiliser le pays de naissance opposé au pays de résidence. Alors, la part des immigrés dans la population, c'est quand même l'indicateur le plus synthétique, le meilleur indicateur. C'est qu'on pourrait penser, tiens, on va étudier les entrées chaque année, l'importance des entrées chaque année. Mais les immigrés ne font pas qu'entrer, il y en a une partie qui repartent. Pendant longtemps, c'était à peu près un tiers qui repartait en Europe. Maintenant, c'est peut-être un quart, 20%, mais enfin, c'est pas négligeable. Et puis, il y a une façon de partir qu'on oublie toujours, c'est les décès. Les immigrés meurent aussi. Et donc, quand on prend simplement les immigrés qui vivent actuellement sur le territoire, les démographes disent les survivants,
eh bien, on a la synthèse de tout, on a la résultante de tout, on a la résultante des entrées, des sorties, des décès, voilà ce qu'on a. Et puis, on a ça aussi avec des... Oui, alors, ce qui est important à dire, c'est que très souvent, on entend dans le débat, vous vous rendez compte, le président X, je ne sais pas, Hollande, Macron, enfin le président en cours, a fait entrer ou a laissé entrer 500 000 personnes. En 5 ans, ça fait 2,5 millions de personnes. Donc, additionner un nombre supposé d'entrées chaque année, comme ça, de façon purement additive, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a des décès, il y a des départs, etc. La dynamique démographique, c'est un peu plus compliqué quand même que de simples additions d'entrées. Ils ne font pas qu'entrer. C'est ça que, bon, je rappelle ça, mais c'est tellement si souvent oublié dans le débat public qu'il y a plein d'évidences qu'il faut rappeler. Les chiffres que je vous donne là, c'est ce qu'on appelle, c'était une expression américaine qui a été reprise en France, la première génération, celle qui a vraiment franchi la frontière, celle qui est née à l'étranger, qui a franchi la frontière. Les enfants nés sur place, dans le pays d'accueil, ne sont pas des émigrés, ce sont des enfants d'immigrés. Il y a une statistique à part qui les concerne, qui existe, on les relève dans les enquêtes, etc. Mais je parlerai vraiment de l'immigration et pas des enfants d'immigrés. Alors, quelles sont les sources pour évaluer tout ça? Eh bien, je me concentrerai sur la France, mais enfin, dans la plupart des pays du monde, c'est les recensements. Je rappelle que la population française et la population de la France est recensée depuis 1851. Tous les 5 ans, toutes les années en 1 et en 6 pendant très longtemps. Bon, il y a eu quelques sauts pendant la guerre de 14 à la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, les intervalles sont devenus irréguliers dans l'après-guerre. Et aujourd'hui, on a un système tout à fait exceptionnel qui n'existe qu'en France. On fait un recensement par rotation. Chaque année, on recense des fractions de la population. Les fractions... alors c'est fait différemment dans les petites communes et dans les grandes communes, mais je ne vais pas entrer là-dedans, s'il y a des questions là-dessus, j'y répondrai évidemment. Mais c'est un recensement qui est très précis. Autrefois, c'était l'INSEE qui recensait avec l'aide des mairies. Aujourd'hui, c'est une coproduction des mairies et de l'INSEE. Et dans les grandes villes de plus de 10 000 habitants, c'est en permanence qu'on refait le recensement. Maintenant, on recense d'abord l'habitat, puis les habitants qui y vivent. L'habitat, ça se fait à partir de toute une série de fusions de fichiers. Il y a les permis de construire, dont on vérifie la réalisation, il y a les compteurs de gaz, d'électricité, il y a les fichiers fiscaux du ministère des Finances, etc., etc. Enfin, et tout ceci fait partie d'une grande base dont l'INSEE a la gestion, qui est une base évidemment confidentielle, mais qui permet de faire un relevé de l'habitat. Et le relevé de l'habitat, il est fait avec les mairies qui connaissent bien le terrain. Et donc, dans les recensements, on a la plupart des irréguliers. Pas les irréguliers des premiers mois, ceux qui viennent d'arriver, le flux annuel, mais on a beaucoup d'irréguliers, la plupart des irréguliers qui sont accumulés au fil des années, qui ont des enfants, qui eux-mêmes sont recensés. Il n'y a pas d'enfants clandestins en France. C'est rarissime. Donc, plus que la mesure des nouveaux flux d'entrants, où il y a un problème de l'irrégularité, quand on prend des recensements, la plupart des irréguliers sont là. Et même un certain nombre s'imaginent qu'ils vont pouvoir démontrer, apporter des preuves d'existence, des preuves de présence grâce au recensement. Alors, c'est pas vrai, c'est pas retenu par la justice, mais bon. Si on n'a pas le recensement, on a aussi l'enquête emploi. Les enquêtes de l'INSEE, je le répète tout de suite, c'est des échantillons énormes. L'enquête emploi, c'est 100 000 personnes par an. Ce n'est pas le petit sondage des familles de 800 personnes sur un échantillon volontaire dans un vivier de répondants choisis sur Internet. C'est une toute autre qualité, ça n'a rien à voir. Et dans la plupart des pays du monde, si on n'a pas de recensement, on a des enquêtes. Petite parenthèse au passage, beaucoup de ces enquêtes en Afrique étaient financées par l'USAID et elles viennent de s'interrompre brutalement. On ne saurait pas grand-chose sur la démographie d'un grand nombre de pays africains s'il n'y avait pas eu l'aide américaine au développement qui finance les enquêtes en Afrique. Et tout ça vient de s'interrompre. Il y a des tribunes qui viennent d'être publiées par les démographes français, qui font partie des gens affectés par ce genre de décision. Alors, l'ONU
la division de la population de l'ONU, ce sont des gens très bien, des démographes de très très grande qualité, très haut niveau. Le directeur a été formé à Princeton, il y a pas mal de Français aussi qui ont été formés à l'ENSAE, enfin bon, c'est un haut niveau, compile toutes ces données du monde entier, avec des notes de qualité, etc. Si vous avez la curiosité de regarder le site des Nations Unies, la division de la population, c'est un site extrêmement bien fait, vous pouvez télécharger très aisément dans plusieurs formats tous les fichiers qui vous intéressent sur tous les pays du monde, sur tous les territoires d'outre-mer, enfin, c'est vraiment étonnant. Et c'est actualisé tous les 2 ans. Et il y a un grand fichier qui s'appelle International Migrant Stock. Alors, stock, c'est un terme technique. Hein. Il y a les flux et il y a les stocks. C'est une distinction fondamentale en démographie. Hein. Les naissances, les décès chaque année, ce sont des flux. Les habitants qui résident à un moment donné, ce sont les stocks. Hein. Et cette distinction, elle est fondamentale en démographie. Dès le premier cours de démographie, vous devez enseigner à vos étudiants, de face à une statistique, est-ce que c'est un flux ou est-ce que c'est un stock? C'est une distinction fondamentale. Et puis, ils font aussi des projections démographiques et des récapitulatifs historiques. Tout ça est accessible aisément. Alors, il y a maintenant 2 manières de faire, et là, j'espère ne pas être trop technique, et je ne pense pas en fait. D'abord, on peut compter les chiffres absolus. Et voilà, il y a tant de millions d'habitants en France, il y a tant de millions d'immigrants, etc. Et puis les chiffres relatifs qui sont les proportions, les taux. Et en démographie, l'art du démographe, c'est de travailler avec des proportions, évidemment. Quand on prend les chiffres absolus, voilà par exemple le nombre d'immigrés qui existent dans les pays du monde, c'est la compilation des Nations Unies. Et vous voyez qu'en tête, les États-Unis sont là avec 52 millions d'immigrés, hein, donc de personnes nées dans un pays étranger vivant durablement aux États-Unis, hein, toujours cette définition-là, 52 millions 375, et c'est évidemment très impressionnant, hein, c'est le plus grand bloc, la plus grande masse d'immigrés dans un pays au monde. Mais les États-Unis, je rappelle, c'est 350 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Et puis il y a l'Allemagne avec 16 millions 7, l'Arabie Saoudite, le Royaume-Uni, la France. On est à 9 millions et quelques d'immigrés actuellement en France. L'Espagne, le Canada, etc. Vous voyez, le Canada est tout près de la France, mais le Canada est 2 fois moins peuplé que la France. Donc là, on se dit, mais tiens, il faudrait quand même tenir compte un peu des proportions. Donc je passe sur ce tableau. On est au 5e rang mondial, mais il ne faut jamais l'oublier, nous avons 67 millions d'habitants. Alors maintenant, je vais vous présenter, je vous ai épargné le commentaire, je vais le faire oralement, je vais classer les pays du monde en fonction de la proportion d'immigrés qu'il y a dans leur population. Et ça, c'est l'estimation faite par les Nations Unies pour 2024. Quand ils n'avaient pas d'informations, ils ont extrapolé, mais enfin bon, je passe sur les détails. Et j'ai coloré plusieurs groupes de pays, et vous voyez qu'en tête, au niveau mondial, quels sont les pays qui comportent le plus d'immigrés dans leur population? Ce sont les pays du Golfe. Le Qatar compte 77% d'immigrés dans sa population. C'est énorme. Il ne parle pas de grand remplacement. Hein. Les Émirats 74, etc. Donc vous voyez que quand on descend un peu, l'Arabie Saoudite comprend 40% d'étrangers. Donc tous ces immeubles, ces villes champignons, ont été bâties par des immigrés, hein, Sri Lankais, Pakistanais, Égyptiens, Indiens, etc. etc. Beaucoup viennent de pays musulmans. Et donc quand on dit ce serait bien que les pays musulmans hébergent les immigrés musulmans, en fait ils le font déjà. Voilà. C'est quand même ce qui se fait massivement. Et la durée de séjour en moyenne dans le pays du Golfe, c'est 6 ans, ce qui est déjà pas mal. Hein, il commence à y avoir du regroupement familial, même si souvent rien n'est prévu légalement pour que ce soit le cas. Vous voyez que le Luxembourg s'intercale dans ce classement. 51% d'immigrés au Luxembourg, selon la dernière estimation. Moitié, en gros, Europe du Sud, moitié européen, moitié reste de l'Europe, en dehors de l'Europe. Et puis, il y a quelques pays comme Singapour, etc. En rouge commencent à apparaître les pays du Commonwealth, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Vous voyez que le Canada est plus bas, les États-Unis encore plus loin. Et en bleu, donc, j'ai déjà cité le Luxembourg,
des petits pays carrefours comme Malte, la Suisse. Et là, vous voyez que l'Allemagne a 20% d'immigrés sur son territoire. Et la France, dans tout ça, bien, la France, c'est la petite flèche bleue. Hein. Nous sommes, dans la définition des Nations Unies, il y a 14% d'immigrés. Dans la définition INSEE, c'est 11%. Donc la différence, hein, selon qu'on n'inclut pas les gens qui avaient déjà la nationalité française, ici, évidemment, ils ne sont pas inclus, c'est les Nations Unies. Bon, vous voyez qu'on n'est pas dans les records, on n'est pas... Alors, il y a une barre rouge. Est-ce que vous voyez la souris si je la bouge, là? Non, d'accord, je ne vais pas l'utiliser là. Je n'ai pas représenté tous les pays, il y a 230 pays et territoires inventoriés par l'ONU, et tout à fait, donc là il y en a une bonne centaine qui sont entre 1 et 12% d'immigrés, je ne les montre pas, mais j'ai quand même montré ceux qui sont tout à fait à la fin du classement. Ce sont des pays où il y a moins de 1% d'immigrés. Et comme par hasard, ce sont des géants démographiques, au moins 150, 200 millions d'habitants. Le Brésil est là, même pas 1% d'immigrés au Brésil. Le Nigeria, l'Inde, le Vietnam, etc. Les États-Unis, c'est 1 et quelques pourcents. Ah non, pardon, c'est pour l'immigration que les États-Unis n'apparaissent pas. J'ai déjà cité les États-Unis, ils sont là-haut avec 15%. Donc vous voyez, alors ça éclaire un paradoxe qu'on cite souvent, c'est que quand on regarde dans le monde, le nombre d'immigrés dans le monde actuellement, 300 et quelques millions, 320 je crois, ça représente seulement 4% au maximum de la population mondiale. Il n'y a que 4% de la population mondiale qui a migré. Alors on va dire, pourquoi parler d'un phénomène aussi rarissime, 96% de la population mondiale n'a pas migré. Mais c'est parce que les grands pays, les géants démographiques font chuter la moyenne. Quand vous avez la Chine, l'Inde, le Nigeria, le Brésil, etc., qui reçoivent très très peu d'immigrés et qui eux-mêmes d'ailleurs, on verra, émigrent aussi très peu, eh bien ça fait chuter la moyenne et or ils représentent la moitié de la population mondiale, ces pays. Donc si vous les enlevez, à ce moment-là, oui, on est à 6-7% de migration et dans les pays les plus riches, on peut arriver à 11-12% comme chez nous. Voilà un peu le paradoxe, c'est que alors on ne connaît pas très bien les migrations internes, ça veut dire que dans ces pays-là, les gens améliorent leur sort par la migration interne. Et la migration interne est parfois même traitée comme une immigration étrangère. En Chine, il faut un permis spécial, il y a 2 permis, rural et non rural, pour avoir le droit de migrer. Il y a des migrations internes clandestines en Chine. Et là aussi, les villes champignons de Chine ont été construites par des immigrés, mais des immigrés internes qui avaient des permis de séjour où on n'en avait pas. Bon, je passe rapidement là-dessus, mais vous voyez à quel point tout ceci est complètement un peu différent de l'image qu'on pouvait avoir. Et alors, quand vous regardez ce tableau, vous dites qu'il y a une question qui n'a pas tellement de sens et qu'on m'a souvent posée pourtant, qui est, mais quelle serait la proportion optimale d'immigrés dans une société? Ce serait quoi le meilleur pourcentage? Les économistes souvent rêvent d'une définition optimale de quelque chose. Ça n'a pas de sens, parce que quand vous voyez une telle dispersion des taux d'immigration dans le monde, qui peut dire que le meilleur taux c'est 10%, c'est 11%, c'est 20%, ça n'a aucun sens. La diversité des situations dans le monde, y compris à l'intérieur de l'Europe, montre à quel point il est impossible de définir une quantité optimale, une proportion optimale d'immigrés, un seuil qu'il ne faudrait pas dépasser, par exemple. Et je vais reprendre le même schéma en enlevant les géants démographiques et en classant les pays par continent. Vous voyez la grande diversité déjà à l'intérieur des pays du Proche-Orient. Vous voyez qu'à l'intérieur même de l'Europe, à droite, on a des taux d'immigrés qui vont de 11% à 51%. Où est le bon chiffre? C'est impossible à dire. Et l'Europe de l'Est, elle, est en retrait. L'Europe de l'Est, anciennement communiste, est en retrait parce que c'est une zone du monde qui n'a pas été familiarisée avec l'immigration, qui n'a pas eu recours à l'immigration pour sa reconstruction après-guerre, et qui donc, dès qu'elle voit apparaître des migrants, s'émeut terriblement parce que ça ne fait pas partie du paysage. On reviendra sur cette notion des seuils
de perception, des seuils de perceptibilité et des seuils de tolérance qui ne sont pas du tout la même notion. Alors regardons un petit peu maintenant les choses en dynamique, en évolution. Voilà de l'an 2000 à l'an 2024, la dernière année pour laquelle on a des chiffres avérés, c'est toujours l'ONU, et j'ai fait quelques rassemblements de pays pour que les courbes soient un peu lisibles. Vous voyez que l'Allemagne, ce sont la ligne en pointillé arrondi, passé de à peu près 12-13% d'immigrés à 20% en l'espace de 25 ans, de 24 ans. L'Autriche, la Suisse, le Luxembourg que je réunis ont progressé davantage. Vous voyez que l'Europe du Sud a progressé 14%. L'Europe du Sud, au début, avant l'an 2000, c'était des pays d'émigration et pas d'immigration. Le retournement s'est fait justement dans les années 2000, donc il y a une hausse importante. Ils ont rattrapé en quelque sorte le reste de l'Europe. Et puis les trois courbes du bas, c'est l'Europe orientale. L'Europe orientale, c'est la Russie, le Bélarus et l'Ukraine. L'Europe centrale, voilà. Alors, l'Europe centrale, ça remonte un peu. Pourquoi? Ça, c'est l'effet Ukraine. Il y a eu une augmentation du nombre d'immigrés en Europe centrale. L'Europe centrale, c'est donc la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, les pays baltes, etc. Alors, vous voyez que la France, là-dedans, elle n'est pas en tête. Elle a déjà atteint l'objectif très simple que s'était fixé M. Retailleau, faire en sorte que nous soyons dans la moyenne et plutôt dans la moyenne basse. Eh bien, on y est déjà, figurez-vous. On est déjà dans la moyenne basse du tableau en ce qui concerne l'ampleur de l'immigration. Donc je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait encore faire d'autre, à moins d'essayer de rejoindre l'Europe orientale, l'Europe ex-communiste. Bon. Voilà. Alors maintenant, on peut regarder les choses un peu d'une autre manière. C'est une transformation statistique assez simple qui consiste à mettre tous les compteurs à zéro en 2000, puis à regarder, depuis l'an 2000, en 24 ans, quelle a été l'augmentation relative du nombre d'immigrés dans tous ces pays. Alors l'Europe du Sud, c'est là qu'il y a la plus forte augmentation, puisqu'il n'y avait pas, c'était un pays d'émigration au départ. Vous voyez que l'Europe du Nord a fortement augmenté, le Royaume-Uni, l'Irlande aussi. Le Royaume-Uni a eu beau faire le Brexit, accueillir très très peu de réfugiés, il continue d'accueillir des gens du Commonwealth, leurs anciennes colonies, de façon très très importante. C'est un curieux pays de ce point de vue-là. Ils ont banni les Hongrois, les Polonais, etc., mais ils continuent d'accueillir les Pakistanais, les Indiens. Bon. L'Autriche et la Suisse sont une forte progression. Et vous voyez que Pays-Bas, Belgique, alors vous voyez qu'en gris, le monde. Dans le monde entier, d'après les compilations de l'UNI, la migration internationale a progressé de 74% dans le monde entier. C'est la progression mondiale de l'immigration. Donc tout de suite, on se pose une question, comment pourrait-on imaginer que la France échappe à cette progression? Comment pourrait-on imaginer que l'on puisse parvenir à une réduction drastique, c'est l'expression constamment utilisée, une réduction drastique de l'immigration, sachant que c'est un mouvement mondial, une poussée mondiale qui est quand même très forte. Alors vous voyez que l'Allemagne a beaucoup progressé à partir de 2015, elle était en dessous de la France, elle a recroisé, elle est passée au-dessus. La France, elle, depuis 2000, 50% d'augmentation. Nous sommes sous la moyenne mondiale et nous sommes sous la moyenne européenne. Où est la moyenne européenne? C'est les EEE, Espace économique européen, plus, quand on ajoute la Grande-Bretagne, la Suisse, quand on ajoute la Norvège, les pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, en total, c'est une augmentation de 105%. Il y a un doublement de l'immigration internationale dans l'ensemble de l'Europe occidentale. Ça n'inclut pas les pays de l'Europe orientale ou des pays comme la Moldavie, etc. Et vous voyez que l'Europe centrale a connu une trajectoire assez curieuse. C'était très très stable jusqu'en 2020. Et là, il y a l'effet Ukraine. Et l'accueil, notamment par la Pologne, d'un très grand nombre d'Ukrainiens fait que la courbe de l'Europe centrale progresse et vient de dépasser celle de la France, malgré un passé quand même très différent.
L'Europe orientale, elle reste à la traîne. L'Europe du Sud-Est, c'est la Roumanie, la Bulgarie, enfin des pays comme ça. Alors vous voyez que ce tableau, il est quand même très différent de ce qu'on nous raconte. Parce qu'on a l'impression, quand on écoute les récits, que nous sommes dans le chaos, que l'immigration est hors contrôle, que nous sommes les champions de l'Europe, que nous sommes les plus attractifs. Je suis désolé, mais je ne vois rien de tel dans les chiffres les plus élémentaires que je suis en train de vous montrer. Alors on me dit parfois, oui, mais les pourcentages c'est compliqué, les chiffres absolus c'est quand même plus simple. Il faut, eh bien je rappelle que, voilà, j'aime bien par exemple des chiffres pour 10 000 habitants, pour 100 000 habitants. Et je rappelle toujours que dans la vie quotidienne, nous faisons ça. Nous comparons les prix de 2 appartements au mètre carré. Nous comparons la teneur en sucre de 2 paquets de tailles différentes pour 100 grammes. Et chose incroyable, nous comparons les prix au kilo. Ce qui veut dire que dans la vie quotidienne, tous les consommateurs standardisent la comparaison. Eh bien, en immigration, les hommes politiques ne le font pas. Ils raisonnent en chiffres absolus, et ça donne des choses extraordinaires comme nous accueillons chaque année l'équivalent de la ville de Lyon, 550 000 habitants. Chose que jamais un statisticien digne de ce nom ne dirait, mais que M. Retailleau a dit récemment. Et oui, parce qu'on essaie de ramener à une sorte de perception de l'environnement individuel une ville. On croit savoir ce que c'est qu'une ville. On est compte l'équivalent de la ville de Lyon qui entre chaque année en France. Mais le problème, c'est que la population totale de la France fait 132 fois la ville de Lyon. Il y a 132 Lyon, l'équivalent de Lyon en France. Donc quand on dit, pour impressionner à bon compte les populations, chaque année il entre l'équivalent de la ville de Lyon dans le pays, ça veut dire qu'en fait vous reconnaissez que chaque année il y a un 132e de la population en plus, et un 132e c'est pas 1%, c'est 0,8%. Vous voyez à quel point le maniement des chiffres absolus, dès qu'on le ramène à des chiffres relatifs, ça change tout. Et les chiffres relatifs, les proportions, donc des taux pour 100, pour 1000, pour 10 000, on peut les faire là, c'est quelque chose que nous faisons tout le temps dans la vie quotidienne, mais que la plupart des hommes politiques ne font pas, parce qu'il y a une rhétorique insidieuse du nombre qui consiste à raisonner en chiffres absolus. Alors voilà, la déclaration de M. Retailleau le 16 octobre, trop c'est trop, ça c'est voilà une formule de la sagesse populaire qui est trop c'est trop, mais c'était quoi le trop, quel est le seuil à partir duquel on considère que c'est trop? Mon souhait, c'est que la France ne soit pas plus attractive en matière d'immigration que le reste des pays d'Europe. Elle doit revenir au milieu du tableau. Bon, j'en ai déjà parlé. Donc en fait, ce qui est difficile dans le discours sur l'immigration, dans la rhétorique sur l'immigration, c'est d'expliquer, parce que c'est si compliqué à comprendre pour moi, c'est d'essayer d'expliquer qu'il y a 3 vérités à tenir ensemble. Oui, la migration progresse en Europe occidentale, elle progresse dans le monde entier. Voilà. Oui, elle progresse aussi en France. Mais non, elle ne progresse pas au même rythme que dans le reste du monde, elle progresse à un rythme moindre. Nous ne détenons pas le record européen. Voilà les 3 vérités qu'il faut tenir ensemble. On entend parfois à gauche, à l'extrême gauche, des discours comme quoi il n'y aurait pas eu d'augmentation. Enfin bon, c'est des erreurs quand même à ne pas commettre. Il faut reconnaître que oui, il y a une progression. Je vous ai dit 74% dans le monde depuis l'an 2000, ça n'est pas rien. 50% en France, 100% en Europe, voilà un peu les ordres de grandeur. Alors, et ça, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une progression, ce n'est pas une explosion constamment dans les discours politiques. Mais l'autre jour, j'entendais M. Larcher, qui a l'air d'être un homme ordinaire, c'est pas un gauchiste, c'est pas. Mais enfin, lorsqu'il parle de l'immigration, ses propos sont totalement outranciers. L'immigration explose, c'est le chaos, tout est hors de contrôle. Enfin, ça ne veut rien dire. Il y a une augmentation, effectivement, mais elle est linéaire. Elle n'est pas explosive, ce qui serait une multiplication par n chaque année. Elle n'est pas exponentielle, ce n'est pas une montée en flèche. C'est une augmentation linéaire qu'on arrive relativement à prévoir d'ailleurs. C'est ça qui est. Voilà.
Et alors évidemment, l'opinion publique perçoit la progression de la migration. Et je vous montrerai peut-être si j'ai le temps, qu'en ce moment, la migration progressant en France, même si ce n'est pas au même rythme que dans le reste de l'Europe, les immigrés se répandent plus également sur le territoire. Et ils commencent à apparaître dans les régions, notamment de l'Ouest, où il peut y avoir eu depuis 15 ans à peu près, c'est ce qu'on regarde le recensement de 2006 et le recensement de 2021, les dernières grandes comparaisons qu'on peut faire, oui, il y a un doublement du nombre d'immigrés dans certaines régions. Mais ça veut dire qu'on est passé de 4% à 8% de la population, ou de 5% à 10%. Alors oui, c'est des augmentations de 200% ou de 100%. C'est spectaculaire, mais en fait, le record, s'il faut parler de record, est toujours détenu par les régions du Sud, les régions frontalières, l'Île-de-France, bien sûr, qui compte en ce moment 24% d'immigrés. C'est la proportion en Île-de-France, et c'est de loin le record national. On reverra tout ça. Donc, voilà, je ne vois pas qui détiendrait la clé pour stopper ou pour inverser ce mouvement mondial. Et prétendre qu'on détient la clé, qu'il suffit de faire un référendum, qu'il suffit de fermer les frontières, qu'il suffit de dire on va être ferme, on va rétablir l'ordre, en lui disant 3 fois plutôt qu'une, etc. Toutes ces solutions magiques ne pourront pas faire qu'on va abolir la migration, parce que si on essaie de la réduire drastiquement, de l'abolir, où est-ce qu'elle va aller? On est incapable de la tarir à la source, on fait donc l'hypothèse qu'elle ira chez le voisin. Et tous les pays européens vont s'entendre en faisant semblant qu'ils pourront écarter la minorité, il fera l'hypothèse qu'il ira chez les voisins. Vous voyez, la naïveté fondamentale de ce genre de discours, l'illusion qu'on essaie de vendre dans ce genre de discours. Alors, il y a des stratagèmes, des solutions illusoires, on grossit le phénomène à outrance, explosion, submersion, chaos, etc. On est persuadé que les prédécesseurs ont tous été laxistes. Charles Pasqua, c'est bien connu, était laxiste. Jean-Louis Debré, qui maintenant est glorifié comme étant un grand constitutionnaliste, mais enfin, quand il était ministre de l'Intérieur, c'était quand même assez... vous vous en souvenez, nous sommes de la même génération. Oui, Meignery, bon, qu'est-ce qu'il y avait encore? Sarkozy était laxiste, c'est bien connu. Il s'est occupé du sujet pendant 9 ans, en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que président. Il suivait ça personnellement. Bon, Darmanin était laxiste. Ils sont tous laxistes. Et avec nous, enfin, quand j'entends Retailleau dire on régularisait à tour de bras avant que j'arrive, on faisait des régularisations trop quantitatives. C'est une expression étrange qu'il a utilisée. Avec moi, enfin, on va pouvoir, ce sera plus automatique la régularisation, ce ne sera plus de plein droit. Enfin, il ignore tout des réalités du terrain, puisque vous savez tous, nous savons chacun à quel point la régularisation se faisait au compte-gouttes, était compliquée déjà sous Darmanin et déjà sous les prédécesseurs de Darmanin. Mais ça, c'est un syndrome politique classique. C'est être persuadé que les autres n'ont rien fait. Qu'enfin, avec nous, tout va changer. Ils ont besoin de croire en ça, peut-être, je ne sais pas. Alors, le référendum, c'est la solution magique. Eh bien, on va voter le droit de faire tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut. Et ça veut dire qu'on va supprimer tous les garde-fous de la démocratie, les garde-fous nationaux et internationaux. Ce serait tout un sujet. Enfin, j'ai dit ça parce qu'il y a des gens de l'Institut d'études politiques, mais il faut peut-être rappeler, c'est tout bête, que les garde-fous de la démocratie font partie de la démocratie. Et les garde-fous, c'est notamment les grandes institutions, le Conseil d'État, la Cassation, la Cour européenne des droits de l'homme, etc. etc. Bon. Mais oui, il faut sans cesse rappeler les évidences. Alors, quand on regarde l'augmentation des immigrés dans la population française, il y a le chiffre absolu en bas, il y a les chiffres relatifs en haut. Ben, je ne vais pas commenter ça, ce serait trop long, j'y passerai trop de temps, mais vous voyez qu'une des caractéristiques de ce qui se passe, bien sûr, il y a eu les rattrapages d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, jusqu'à la crise des années 30, et puis après la Seconde Guerre mondiale. Et puis, quand on fait un zoom
sur les dernières années, on s'aperçoit de quelque chose qui n'est pas très connu, c'est que le pourcentage d'immigrés dans la population a stagné de 1974 à 2000, aux alentours de 7,3%. Alors certes, la composition a changé, moins d'Espagnols, moins de Portugais, plus de Maghrébins, bon, mais enfin, le pourcentage d'immigrés a stagné, et ça, c'était lié à la crise pétrolière de 1974, de 1973, la guerre du Kippour, l'arrivée du chômage massif, enfin, il y a eu toutes ces choses-là, et des politiques, du coup, beaucoup plus sévères. Mais le problème, c'est que l'immigration a progressé en France à partir de 2000. Et vous voyez que les points sont annuels à partir de 2006, 2009, parce que le recensement se fait maintenant par rotation annuelle, et donc on a des données année après année, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et là, il faut rappeler que l'immigration progresse, quel que soit le président de la République. Quand on entend constamment dire dans les débats, vous vous rendez compte, avec Macron, tous les records d'immigration sont battus. Ben oui, il l'était aussi avec Hollande, il l'était avec Sarkozy, il l'était avec Chirac, il l'était avec tous les présidents, les records d'immigration étaient battus. Parce qu'elle progresse dans le monde depuis 2000. Et donc dire c'est la faute à Macron, c'est la faute à Sarkozy, c'est la faute à etc. La faute à Sarkozy, c'est quelque chose que le Front National a beaucoup dit. Il a trahi, c'est une expression. Il a fallu aussi la psychologisation pour essayer d'expliquer tout ça. Il n'a pas été assez ferme, il a trahi ses idéaux. C'est pour ça que ça continue de monter. Tout ça est d'une puérile. Mais bon, je suis le seul peut-être à... Voilà, donc là ça continue de progresser. Alors sous Sarkozy, le rythme de croissance a été légèrement ralenti. Les dossiers ont été ralentis, en fait. Alors pourquoi l'immigration, pourquoi la migration internationale progresse-t-elle dans le monde depuis 2000 ? Quelles sont les grandes explications qu'on a ? Je vais être assez rapide. D'abord, il y a la mondialisation des études supérieures. De loin, c'est le courant migratoire qui a le plus augmenté dans le monde, les étudiants internationaux. Et c'est vrai aussi en France, où récemment, la migration internationale a dépassé en entrée la migration familiale. Et ça, la mondialisation des études supérieures, est-ce que vous considérez que c'est une mauvaise chose ? C'est un problème. Surtout quand on prétend avoir des liens avec la francophonie, avec... qu'est-ce que ça veut dire ? Réduire la possibilité pour les étudiants de nos anciennes colonies, qui sont dans la francophonie maintenant, de leur interdire de venir en France parler français, tout en défendant la francophonie. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'incohérences comme ça. Deuxièmement, évidemment, les conflits, les guerres civiles, les interventions étrangères, les persécutions, toute la violence. Et là, il faut rappeler ces choses absolument fondamentales, c'est qu'il faut distinguer les déplacés externes et les déplacés internes. Les déplacés internes, c'est les gens qui ont été obligés de quitter leur domicile, leur région, à l'intérieur du pays. La Syrie, par exemple, en gros, il y a eu 7 millions de Syriens qui ont été déplacés internes. Et puis, il y a eu 7 millions de Syriens qui ont été des déplacés externes, qui ont dû changer de pays. Et sur ces 7 millions de déplacés externes, il y en a plus des 3/4 qui sont allés dans les pays limitrophes. D'abord la Turquie, de très loin, suivi de l'Iran, de la Jordanie, le Liban et la Jordanie. Et donc, quand on essaiera d'apprécier ça tout à l'heure dans un instant, mais ce qui est intéressant, c'est où sont allés les 7 millions où sont allés les millions de Syriens qui ne sont ni déplacés internes, ni déplacés externes dans les pays limitrophes, qui ont réussi à déposer une demande dans d'autres pays, notamment en Europe. Où est-ce qu'ils sont allés ? Comment ils sont répartis entre les pays ? Ça, c'est une épreuve intéressante de voir comment la France se classe là-dedans. Suspense, je vous le dirai dans quelques instants. Bon, il y a aussi un troisième facteur de hausse mondiale de l'immigration, c'est le fait que les migrations internationales ne s'observent pas, contrairement à ce qu'on imagine souvent, dans les pays les plus pauvres. Le Niger, par exemple, émigre très peu. Parce que pour migrer, il faut avoir les moyens de migrer, il faut avoir les ressources. L'aspiration à migrer ne suffit pas, encore faut-il en avoir les moyens, un minimum de moyens. Et on observe que les pays qui, dans les 50 dernières années, ont les plus émigré, ce sont les pays qui sont situés à mi-chemin de l'échelle du développement.
sur une échelle de 10 et pays qui sont à 5 ou 6. Le Maghreb en fait partie. Les Balkans en font partie. Il y a un taux d'émigration énorme des Balkans. 22% de la population des Balkans ex-communistes vivent en dehors de leur pays. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même parmi les taux d'émigration les plus forts. Vous avez aussi le Caucase, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, etc., ont des taux d'émigration très importants. Le Mexique était aussi à mi-chemin d'échelle du développement. Tous ces pays-là ont beaucoup migré. Et quand ils continuent leur progression dans le développement, le taux d'émigration diminue. Et puis, pour l'instant, on a encore peu de... Alors, la migration économique, elle s'observe surtout entre les pays limitrophes à travers des frontières qui présentent un écart de développement très marqué. Il y a un géographe français de l'université de Reims qui s'appelle Stéphane Rosière et qui a inventorié toutes les frontières du monde où il y a le plus gros écart de PIB de part et d'autre. Eh bien, je vous signale que Comores-Mayotte fait partie des 10 frontières au monde qui ont le plus gros écart de PIB. Il y a États-Unis-Mexique, il y a Israël-Palestine, il y a l'Afrique du Sud et quelques anciens Bantoustans, etc. Il y a des cas comme ça. Et il observe aussi qu'il y a une tendance très marquée à construire des murs sur ces frontières-là. Donc, c'est un petit détail au passage, mais en coupant l'archipel de Mayotte comme nous l'avons fait, nous avons déplacé la frontière nord-sud au sein de l'archipel. Il ne faut pas s'étonner qu'avec 70 km de distance, pas plus, même culture, même langue, etc., cousinage marqué, il y ait tant d'immigration des Comores vers Mayotte. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des cousins qui ont été transformés en frères ennemis. Enfin, appeler ça migration et faire de Mayotte un exemple d'une préfiguration pour le reste du pays, c'est totalement ridicule. Ça n'a aucun sens. Bon, je commence à m'énerver un peu, il faut que je me calme. Mais de temps en temps, l'indignation fait partie aussi du travail de recherche. Il faut avoir un carburant quand même. Alors, on a du mal pour l'instant, j'en parlerai peut-être si vous me posez des questions, à caractériser les migrations climatiques, à les séparer des migrations économiques. Il y avait de vieilles migrations, même l'exode rural chez nous consistait souvent à lisser les variations du climat et à faire en sorte que les revenus puissent être lissés malgré les variations du climat. C'est quelque chose qui se fait depuis longtemps. Évidemment, ça prend de l'ampleur, mais on n'a pas de base de données permettant actuellement d'enregistrer les migrations climatiques internationales. On a une base très intéressante, IDMC. ID, c'est Internationally Displaced, les déplacés internes, Internally Displaced, les déplacés internes. MC, c'est Monitoring Center, le centre de surveillance d'observation, donc les déplacés internes. Une organisation suédoise qui est maintenant son siège à Genève et qui enregistre ça très systématiquement. Mais on n'a pas de base de données internationale sur les migrations climatiques internationales. Si les eaux montent, si la sécheresse s'accroît, etc., ça ne déclenche pas à coup sûr des migrations internationales. Ça peut déclencher des migrations internes. Mais bon, ça c'est un sujet compliqué, on pourra en parler davantage si vous voulez. Bon, je prends l'approche maintenant par les titres de séjour. J'avais pris le pourcentage d'immigrés, je vais me regarder les entrées officielles chaque année, délivrées par les préfectures. Et là, alors là, il y a une erreur de débutant qu'il faut quand même que je signale, qui est régulièrement faite. Un jour, j'ai entendu François-Olivier Gisbert, qui se croyait très malin en disant « Ah, mais j'ai additionné les nouveaux types de séjour et les demandes d'asile, et puis l'estimation des irréguliers, ça fait 1,5 million. » Bon, ça fait déjà 10 ans qu'il dit ça. Eh bien, Bruno Retailleau a fait la même découverte. Quand on additionne les titres des nouveaux types de séjour, 320 000, quelque chose comme ça par an maintenant, avec les demandes d'asile, et puis une estimation d'irréguliers, ça y est, on dépasse le demi-million. Vous vous rendez compte? 550 000 personnes, la ville de Lyon. Ben oui, mais c'est une erreur grossière parce que, en fait, les demandeurs d'asile, 40% des demandeurs d'asile vont obtenir un titre
dans l'année qui suit, ou même dans l'année qui vient, ou dans les années qui suivent. Et donc, les additionner, ça veut dire faire les doubles comptes. Traquer les doubles comptes, ça fait partie, c'est un exercice élémentaire quand on fait la comptabilité. Hein, on ne peut pas. Et idem pour. Voilà, donc je rappelle rapidement que ce qui monte, vous voyez, en France, c'est les étudiants, pas au même rythme que dans le reste de l'Europe, mais ça progresse. La migration familiale, elle est contenue. On a fait tellement de lois pour la rendre difficile, compliquée, le prix, tellement de mesures. Voilà. Les réfugiés, ça a augmenté depuis 2015, c'est la moindre des choses. Le travail, ça a augmenté sensiblement. C'est en fait ce qu'a fait essentiellement Macron, c'est augmenter la migration de travail, surtout qualifiée, mais pas uniquement. Je vais passer sur le fait que quand on regarde toujours, cette fois donc des flux, non pas des stocks, quel est le pourcentage que représentent les nouveaux entrants de chaque année par rapport à la population du pays? Quel est en pourcentage de surcroît de population produit par les titres de séjour de chaque pays? Vous voyez que la France, dans les pays de l'OCDE, des pays occidentaux, disons, est au 25e rang. On a 0,5% de surcroît de population en plus avec les nouveaux titres de séjour, alors que d'autres pays sont bien plus en tête. Les étudiants, on en accueille, mais enfin ça c'est le nombre absolu, et voici le nombre de titres de séjour accordés aux étudiants pour 10 000 habitants. Et vous voyez que nous sommes au-dessus des États-Unis, mais on ne progresse pas énormément par rapport au Canada, l'Australie, etc., la Nouvelle-Zélande. Et évidemment, on est frappé par la formidable interruption du Covid au milieu du schéma. Je passe rapidement sur les demandes d'asile. Et là, si tu m'accordes encore 5 minutes, Paul, oui. Et si vous ne vous ennuyez pas trop à m'écouter, je vais vous parler quand même de la demande d'asile. Voyez l'Allemagne, l'histoire allemande, elle est très intéressante. Vous avez en 2015, 2014-2015, cette formidable montée de la demande d'asile, c'est la fameuse crise de 2015, et puis vous avez un sommet en 2016, et ensuite ça redescend. Alors là, et puis la deuxième courbe, avec les petits ronds, c'est les décisions positives, avec parfois un décalage d'un an entre la demande et la décision. Et vous voyez que les Allemands, en gros, ont accordé l'asile à peu près 2/3 des demandeurs dans la période la plus critique, et ensuite ça a reculé. Alors pourquoi ça a reculé? Parce que le discours d'Angela Merkel n'a pas ouvert les vannes. Le discours d'Angela Merkel intervient à mi-parcours de la progression, contrairement à tout ce qu'on a raconté. Et dans son discours du 31 août 2015, Wir schaffen das, elle dit déjà qu'il va falloir signer un accord avec Erdogan pour essayer de tarir l'immigration à la source. C'est dans le même discours. Et elle le fait, et quelques mois après, elle signe cet accord avec Erdogan, et elle réussit à diviser par 4-5 le nombre de demandeurs d'asile en Allemagne. Et donc quand on dit que M. Scholz a opéré un changement de cap formidable dans la politique allemande, enfin on a compris qu'Angela Merkel avait été trop généreuse, ce commentaire n'a aucune valeur. Il y a eu déjà un changement de cap formidable opéré par Angela Merkel en 2016. Et ensuite, pourquoi ça a remonté? Pourquoi la courbe des demandeurs d'asile a-t-elle remonté en Allemagne? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu la chute de Kaboul. Ils ont accueilli beaucoup plus d'Afghans que nous. 33% à peu près des Afghans qui ont réussi à déposer une demande d'asile en Europe, 33% ont réussi à la déposer en Allemagne, contre à peu près 12% chez nous. Et puis il y a l'invasion de l'Ukraine aussi. Maintenant, regardez la France. Et la France comparée de façon rigoureuse pour 10 000 habitants, qui sont 85 millions, 267, il faut donc faire la correction, et c'est à ça que sert la comparaison standardisée. Voilà la France, alors d'abord dans les premières années, et vous voyez que pendant la crise 2015-2016, on n'a pas fait grand-chose. Et donc quand on se compare à l'Allemagne, il faut quand même se rappeler que dans ces années-là, nous nous sommes défaussés sur l'Allemagne. Alors il y a une autre interprétation, c'est que les demandeurs d'asile ont leur préférence et n'ont pas été attirés par la France.
tiens, c'est bizarre, ce pays qui est si attractif, que nous nous plaisons à trouver si attractif, n'a pas attiré malgré l'allocation normandie, malgré l'AME, malgré le droit du sol. Bon. Voilà ce que nous avons fait quand même dans les années 2015-2016. Et alors, à un certain moment, vous voyez que les deux courbes commencent à se rapprocher. Et alors là, il y a eu toute une série de gens qui ont dit, c'est épouvantable, l'Allemagne, ça descend de X%, alors que nous, ça monte de X%. C'est affreux. Et c'est cette analyse-là qui a conduit à la loi Collomb. La loi Collomb de 2018, c'est l'émoi jeté dans les esprits de la classe politique par le rapprochement de ces deux courbes que vous voyez là. Vous voyez à quel point la statistique a quand même une fonction de révélation sur le contexte des décisions. Alors je dévoile le reste de la courbe. Loi Collomb, et vous voyez qu'ensuite on est très proche de l'Allemagne. Il y a quelques années, on dépasse l'Allemagne par le nombre de demandes d'asile, mais vous voyez que quand on regarde les protections, les petits ronds, les petits carrés, on est toujours très en dessous. Ils sont bien approchés en 2021, parce qu'avec la chute de Kaboul, on a fait un effort. Et puis, vous voyez qu'en 2023, on est encore très loin de l'Allemagne. Bon. Cette comparaison, elle est très intéressante, mais elle est... Alors, quand on dit qu'il faut imiter l'Allemagne a su, a trouvé la solution pour essayer ouais, ils vont fermer les frontières, il faut qu'on fasse quand même... Enfin, le récit ne peut pas être le même entre des pays qui ont des expériences aussi différentes. Enfin, les Allemands, quand ils savent un petit peu ce qui s'est dit en France à ce sujet, la trouvent un peu saumâtre, puisque nous sommes largement défaussés sur eux pendant la période la plus critique. Alors, si on regarde les autres pays européens, je regarde ça rapidement, normalement, s'il y avait une répartition équitable de la demande d'asile dans toute l'Europe, toutes les courbes pour 10 000 habitants devraient être au même niveau, devraient être parallèles, devraient être constantes. Ce n'est pas exactement ce qu'on observe. Donc, je ne vais pas vous détailler tout ça, mais vous voyez que par exemple la Suède, c'est la grande courbe mauve, pendant longtemps était le seul bon élève, la seule qui répondait aux demandes du HCR pour reloger, accueillir des Afghans, des Irakiens, des Érythréens, etc. L'Autriche avait fait un gros effort, et vous voyez que ces pays, la Suède et l'Autriche, ont abandonné leur effort quand ils se sont aperçus qu'ils étaient tout seuls à le fournir. Il n'y a pas eu de solidarité européenne. Angela Merkel, c'est la courbe allemande, elle aussi espérait, comptait sur la solidarité européenne. Ça n'a pas marché. Et donc, du coup, à partir du moment où les grands pays européens, alors il y a aussi des efforts, les petits pays qui sont au début, les courbes qui montent, c'est la Belgique, les Pays-Bas, etc. Quand tous ces pays-là ont restreint leur effort à partir de 2016-2017, qui s'est retrouvé en première ligne? Les petites îles-États, Chypre, Malte, la Grèce, évidemment, etc. Et parce que le système de Dublin consiste, pour les grands pays continentaux qui sont un peu planqués à l'arrière, consiste à dire aux pays en première ligne à Méditerranée, c'est à vous de les prendre, c'est pas... Voilà le système de répartition des migrants. Alors, le Chypre s'est rebellé, l'Autriche aussi, Malte, etc. Et puis, finalement, vous voyez que certains pays sont remontés. Je vous épargne le reste. Et maintenant, quand je regarde non plus l'enregistrement des demandes d'asile, mais les décisions positives qui sont prises, c'est le même désordre à travers l'Europe. Et vous voyez que la France, c'est la courbe bleue. On n'a jamais été au premier rang. Jamais. On en est très loin. Et quand on regarde le détail des dernières années, voilà, au-dessus de nous, il y a Chypre, l'Autriche, la Grèce, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas. Nous sommes déjà dans la moyenne basse du tableau, comme dirait M. Retailleau. Alors, je passe rapidement. J'ai été très frappé par ce qui s'est passé le week-end du 8 décembre 2024, chute de Bachar el-Assad. On était dimanche. Et le lundi suivant, le ministre français, le ministère de l'Intérieur, annonce qu'il commence à travailler à la suspension des demandes d'asile de Syriens. Le lendemain, vous voyez, ils ont travaillé dans la nuit du dimanche à lundi. Et le mardi 19 décembre, interviewé sur BFM TV, parce que les annonces se font maintenant à la télévision, le ministre confirme que c'est déjà fait. On a déjà suspendu les demandes d'asile des Syriens. Et extraordinaire vitesse à laquelle nous réagissons, alors qu'en réalité, la proportion de Syriens que nous avons accueillis par rapport à l'Europe est dérisoire. C'est à peu près 4 à 5% des Syriens ayant réussi à déposer une demande d'asile en Europe qui ont pu le faire en France. 4 à 5%. Les Allemands, c'est aux alentours de 50%. Ils ont pris la moitié.
et le peu. Et ce qui me frappe aussi, c'est un chiffre que je trouvais très intéressant, c'est combien y a-t-il de Syriens réfugiés en Turquie? Il y en a, alors les chiffres varient entre 3 et 4 millions. Ça a dépendu un peu des périodes. Combien y a-t-il de Syriens réfugiés en France? Là aussi, ça a dépendu des périodes. On a eu 40 000, on en a 30 000 à peu près maintenant. Il y a 100 fois moins de réfugiés syriens en France qu'en Turquie. Ça n'a pas empêché Mme Le Pen, en août 2015, face à l'afflux des Syriens, d'utiliser, c'est une des grandes occasions qu'elle a fait, l'expression de submersion migratoire et d'accuser le Canada de folie parce qu'ils avaient accueilli quelques Syriens. Bon, on pourrait continuer ainsi longuement. J'arrive à la conclusion, chers amis. On ne peut pas dire que la demande d'asile déposée en France explose, que la France serait championne d'Europe dans ce domaine. Tout cela, j'ai déjà dit. Le pacte européen de 2024 n'est pas une politique de solidarité, de répartition équitable de la charge de l'accueil entre les pays européens, puisque le principe de ce pacte, vous le savez sans doute, c'est que si un pays ne veut pas participer à l'accueil, il peut financer l'action de l'Europe, y compris l'action consistant à rejeter les migrants. Et même ça, la Hongrie l'a refusé. Voilà, j'arrive à la conclusion générale, tout a une fin. La submersion migratoire de la France, j'espère m'en avoir convaincu, est un mythe. Toutes les données convergent, vraiment, y compris celles, c'est ça qui est étonnant quand vous regardez le petit cahier fabriqué par le ministère de l'Intérieur, que M. Retailleau apparemment ne lit pas. Il cite les données de l'OCDE, il cite les données de l'ONU, etc., où on voit que la France est au 15e rang de l'apport de population par les titres de séjour, par exemple. Tout ça, je ne fais pas de révélation fondamentale. Hein. Ce n'est pas une augmentation exponentielle, mais simplement linéaire. Elle n'est pas explosive, elle est régulière. Elle n'est pas chaotique, elle est déjà fortement encadrée. Vous voyez l'immigration familiale qui ne cesse de se réduire. On ne peut pas dire qu'elle soit hors contrôle, bien sûr, il y a des irréguliers, mais enfin, dans tous les pays, c'est pas. Voilà. Et ce n'est pas le volontarisme qui va nous tirer de là. Vous savez, le volontarisme, c'est par manque de volonté que la France est incapable d'exécuter les OQTF. C'était un rédacteur en chef de Valeurs Actuelles qui disait ça sur un plateau de télévision. Je me retrouvais aussi, c'est le manque de volonté. Bon, le volontarisme n'est pas une valeur en soi. Bon, Hitler et Staline étaient volontaristes, et De Gaulle et Churchill aussi. Ce qui compte, c'est l'orientation de la volonté, c'est pas la volonté en soi. Hein. Bon, enfin, c'est des choses, c'est la philosophie de bazar que je vous dis là. Voilà, donc le devoir du politique, c'est de prendre la mesure des choses au lieu de vendre des illusions à l'opinion publique. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et très riche, mais tu n'as pas tout dit. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Alors, il n'y a pas de micro mobile. Donc, de deux choses. Une fois, vous avez une voix qui porte et vous pouvez rester à votre place pour intervenir. Pas seulement poser des questions, mais donner un point de vue. Hein, vous avez tout à fait la possibilité de le faire. Soit vous approchez de l'estrade et je vous passe le micro. Comme on a eu l'occasion depuis 14h40 d'échanger un petit peu avec François, moi j'ai dans ma tête plein de questions. J'aimerais que tu les notes pour, si éventuellement ça répond à des questionnements du public et puis si tu as le temps. Donc dans le désordre, dans le débat public, il y a une association, un amalgame qui est fait très très souvent et qui participe de la construction de faits alternatifs et de faux discours sur la migration, c'est le lien immigré, insécurité, délinquance. Est-ce que tu pourrais, éventuellement, si tu as le temps, dire quelques mots là-dessus? Sur l'origine de l'expression submersion migratoire, tu as beaucoup de choses à dire, je trouve que c'est tout à fait significatif, donc tu pourrais peut-être en parler un petit peu. La manière dont nous construisons, nous créons, nous produisons avec nos institutions, notamment les préfectures,
de l'irrégularité de séjour. Ça aussi, j'aimerais bien un petit éclairage là-dessus. Et tu as parlé très rapidement, mais peut-être aussi tu pourrais développer un petit peu en donnant des ordres de grandeur, parce qu'ils sont tout à fait impressionnants. On parle beaucoup des migrations internationales qui se développent lentement, tu as expliqué pourquoi, mais les migrations internes aux pays eux-mêmes, c'est sans proportion, c'est beaucoup plus important que les migrations internationales, et ça renvoie aussi à des crises économiques, climatiques, des guerres, etc. Voilà, donc tu mets ça dans un petit coin de ton papier, et puis on va voir s'il y a des interventions qui sont dans d'autres thèmes, ils sont tout à fait nombreux possibles, ou sur ces thèmes-là. Voilà, qui veut intervenir, sachant qu'on pourrait prendre 2 ou 3 interventions pour commencer? De votre place ou en bas? D'accord. D'accord. Une autre question? Oui, moi je voudrais. Mireille? Je reviens sur un mot qu'a prononcé M. Errand tout à l'heure, il y a 2 minutes, sur le fait qu'on construit en quelque sorte une irrégularité du séjour dans les politiques des préfectures et du ministère de l'Intérieur. Effectivement, moi je suis à la CIMAD et j'ai ça tous les jours, mais ce qui me frappe, c'est quand on parle de l'entrée de migrants illégaux. Mais l'illégalité, on la fabrique parce qu'on refuse de donner des visas. En fait, c'est ça la question de départ. Moi, ça me frappe beaucoup. Et puis, quand on y est, moi, je suis plein de questions par rapport à mon association qui prône l'accueil inconditionnel. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de faisable, de sage? C'est beau comme... Oh, je peux en prendre encore. On peut en prendre encore une? Et je les reformulerai, oui. Tout au fond de la salle, là, Corinne? Moi j'ai une voix qui porte. Oui. Vous devez m'entendre. Merci beaucoup, M. Errand. Je voudrais juste rebondir sur la question de l'illégalité. C'est vrai qu'une grosse partie des discours, c'est sur la migration clandestine, la migration illégale. Et quand on sort les statistiques pour essayer d'objectiver les choses, on nous dit régulièrement, oui, mais c'est sans compter les migrations clandestines, illégales, etc. Et donc, je voudrais insister sur une chose que vous nous avez bien montrée, c'est-à-dire qu'en fait, on la connaît, elle est intégrée dans les chiffres pour la grande partie d'entre elles, puisqu'ils sont issus du recensement et que la plupart des immigrés répondent au recensement, c'est une obligation légale. Bien, bah écoutez, alors sur la répartition Est-Ouest, il se trouve que j'ai étudié cette affaire et je vais vous donner la substantifique, je dois y faire, voilà. Ici, c'est très spectaculaire, ça a été publié par des think tanks anti-immigration et des hebdomadaires qui s'y ont mis. Quand on regarde les résultats du recensement, je vais agrandir ça, quand on compare le recensement de 2006, le recensement il est fait par rotation, c'est des cycles de 5 ans. Et donc quand on dit recensement 2006, c'est en fait 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. C'est ça le 2008. C'est la moyenne de tout ça. Alors on constate que de 2006 à 2021, il y a eu des augmentations très fortes de l'immigration, notamment dans les régions de l'Ouest. Vous voyez que par exemple, plus 99%, alors là j'ai pris les anciennes régions, dans les pays de la Loire, plus 92% en Bretagne, 72% en Basse-Normandie. Donc vous voyez, de façon générale, les régions de l'Ouest ont connu des augmentations d'immigration très fortes. Qu'est-ce qui s'est passé? La migration a augmenté en France, je vous l'ai dit, et du coup, à mesure qu'elle augmente, elle se disperse davantage sur le territoire. Ça, c'est un phénomène classique de dilution de l'immigration. On voit ça aux États-Unis. Les gens arrivent, voilà,
la petite Italie, mais 50 ans après, il n'y a quasiment plus d'Italiens dans la petite Italie. Bon, c'est un phénomène absolument classique. Et donc, vous voyez qu'il y a eu aussi une augmentation dans l'Île-de-France, 29%, il y a dans le Rhône-Alpes, plus 38%, etc. Mais maintenant, quand vous regardez, c'est les mêmes données, c'est les mêmes chiffres, c'est les mêmes communes. Hein. Quand vous regardez la répartition, la proportion, c'est la question que vous posiez dans l'ensemble de la population, vous voyez que les régions de l'Ouest, malgré une très forte augmentation, malgré un doublement des immigrés dans l'espace de 15 ans, restent encore les régions qui ont le moins d'immigration. Parce que c'est passé, voilà, elles ont maintenant 4% ou 4,6% d'immigrés, avant elles en avaient 2 ou 3%. Et le passage de 2% à 4%, de 3% à 6%, c'est évidemment, c'est visible. En plus, il y a des Africains, des Maghrébins. Donc, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, c'est encore les régions frontalières, l'Île-de-France, c'est encore les régions du Sud qui ont actuellement la proportion d'immigrés la plus forte. Ce n'est pas incompatible. L'augmentation relative, ça peut être spectaculaire, mais alors c'est pour ça qu'il faut faire une distinction très importante entre seuil de tolérance et seuil de visibilité. Le seuil de tolérance, ce serait l'idée que, au-delà d'une certaine proportion, 25%, 30%, ça devient tellement intolérable que, automatiquement, ça y est, la population devient xénophobe, elle n'en peut plus. Trop, c'est trop, hein, c'est la formule du seuil de tolérance, c'est ce que tu disais, Retailleau, trop, c'est trop. Bon. Et puis, il y a une autre réalité, qui est celle-là, c'est qu'il y a un certain seuil de visibilité. On a ça, par exemple, en Allemagne de l'Est. Ils n'étaient pas habitués à l'immigration. Ils commencent à avoir des centres de réfugiés en Allemagne de l'Est. Ça jette un émoi dans les populations. On n'en avait jamais vu, ça y est, en voilà. Donc, le passage de 2% à 4%, ça passe un seuil de visibilité, hein, et qui n'est pas un seuil de perceptibilité, de perception, qui n'est pas la même chose que le seuil de tolérance. Et ceci doit être mis en rapport avec une théorie beaucoup plus importante, qui pour moi est absolument fondamentale, c'est la théorie du contact. Finalement, le seuil de tolérance, la théorie du contact, c'est quoi? C'est une théorie de la psychologie expérimentale déjà très ancienne, c'est Gordon Allport, A2LPORT, qui est un psychologue expérimental américain qui, en 1950 ou 1954, par là, a publié The Nature of Prejudice, la nature du préjugé. Et c'est des expériences qu'il a faites, ont été répliquées des quantités de fois. Il y a une revue de la question qui a passé 500 expériences en revue, donc il y a quelques années. C'est quoi la théorie du contact? C'est que deux groupes étrangers l'un à l'autre, mais ça peut être les hommes et les femmes, hein. Ça peut être tout ce que l'on veut, les jeunes et les vieux, ça peut être deux groupes étrangers l'un à l'autre. S'ils ne vivent pas ensemble, s'ils ne travaillent pas ensemble, s'ils ne se familiarisent pas les uns que les autres, ont tendance à s'exclure. Et la relation intergroupe devient au contraire positive si on est familiarisé avec l'autre, si on se côtoie, si on se... Voilà. Ce qui est très frappant, par exemple, dans les élections allemandes qui viennent d'avoir lieu, c'est absolument spectaculaire, je pourrais vous le montrer, c'est que l'AfD et Sarah Wagenknecht ont fait des résultats spectaculaires en Allemagne de l'Est. Et l'Allemagne de l'Est, c'est l'endroit où il y avait très très peu d'immigrés. Et encore aujourd'hui, malgré l'effort de répartition égale sur le territoire. Donc, les immigrés sont à l'ouest et la xénophobie est à l'est. Je caricature un peu, je force le trait, mais enfin, c'est quand même l'idée qu'il y aurait une corrélation systématique entre le pourcentage d'immigrés et l'intensité de la xénophobie est fausse. Ça n'est pas vrai. Et quand vous regardez les grandes enquêtes qui sont faites un peu partout en Europe, pensez-vous qu'il y a trop d'immigrés, pensez-vous qu'ils ne font pas d'efforts pour s'intégrer, etc., etc. En gros, 60% de rejet, 70% de rejet dans tous les pays d'Europe. Le fond de la pensée commune, c'est que les étrangers sont de trop. Bon. Mais ces proportions qu'on voit apparaître, y compris aux États-Unis, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays occidentaux, ne sont pas du tout corrélées avec le pourcentage d'immigrés dans les pays en question. Quel que soit le pourcentage d'immigrés, vous avez toujours à peu près 2 tiers de la population qui dit qu'il y en a trop. Petit
Petit détail au passage, c'est pas en divisant par 2 le nombre d'immigrés qu'on divisera par 2 le nombre d'attentats. Le nombre d'attentats, c'est pas une question de nombre, c'est une question de réseau. C'est pas en fermant les frontières, en arrivant à réduire, à diviser par 2, que voilà, la Turquie avait 100 fois plus de Syriens que nous, il n'y a pas eu 100 fois plus d'attentats en Syrie. Enfin, vous voyez, toutes ces idées, là encore, extrêmement naïves, consistant à croire que plus on réduira, plus le risque, voilà. C'est pas en divisant le nombre de voitures par 2 qu'on aura moins de chauffards, peut-être, j'en sais rien. Voilà. Bon, je suis trop long. Irrégularité politique des visas. Alors vous avez raison, la source de tout ça, il y a la politique des visas. La politique des visas, elle est très discriminatoire, elle partage le monde en 3, et ça, c'est pas uniquement la France, c'est toute l'Europe partage le monde en 3. Il y a les citoyens qui peuvent s'établir en France ou dans un pays européen sans limite, sans visa. Ce sont les ressortissants de l'Union européenne. Il y a les pays qui peuvent venir, les gens qui peuvent venir résider chez nous avec un visa de touriste de 3 mois. Et ça, c'est l'ensemble le reste des pays occidentaux, c'est quelques pays très riches d'Asie comme Brunei ou Singapour, c'est aucun pays africain. Très rare, il y a des îles dans les Antilles, etc. Enfin bon, voilà un peu Et puis la troisième partie du monde, c'est tout le reste, qui doit réclamer un visa, même pour 3 mois, un visa de 3 mois, mais doit démontrer qu'ils ont l'argent pour le retour, qu'ils ont le billet de retour, le maire doit donner un certificat comme quoi ils sont bien hébergés, etc. etc. Et les consulats accordent les visas à la tête du client. Voilà. C'est quand même ça qui se passe dans la plupart des consulats. Et voilà. Et ça, c'est la division ternaire du monde. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner que les pays qui ont très très peu de visas ou pas du tout recourent à des voies irrégulières. Le cas de la Géorgie est intéressant au nom de la coopération entre la France et la Géorgie. On a accordé aux Géorgiens le droit de figurer dans la deuxième catégorie, celle qui peut s'installer avec un visa de touriste pendant 3 mois. Comme ils sont à mi-chemin de l'échelle du développement, qui sont très francophiles, etc., ils sont tentés de rester au-delà des 3 mois. Et après, on s'est dit, c'est affreux, les Géorgiens, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi les Géorgiens voudraient-ils rester en France? Ben oui, on les a tantalisés, comme on dit en anglais, on les a offert le visa de 3 mois. Voilà. Donc, effectivement, la politique des visas produit de l'irrégularité, c'est clair. Il y a des choses un peu plus compliquées. Moi, je m'occupe de faire venir des militants afghans en France. Vous leur conseillez la voie régulière. Mais qu'est-ce que c'est que la voie régulière? La voie régulière, pour eux, ça consiste à essayer de se rendre dans une ambassade de France d'un pays voisin, Téhéran, Karachi, New Delhi. Bon, New Delhi, c'est difficile, tout dépend où il se trouve en Afghanistan, mais bon, c'est Téhéran qui est l'ambassade la plus proche, même s'il y a de grosses difficultés puisque les relations avec l'Iran sont trop mauvaises. Et donc, il faut aller en Iran, déposer une demande par la procédure immatérielle, c'est comme ça que ça se passe. Et puis, il faut attendre 4 mois que le consulat de France vous donne rendez-vous. Le rendez-vous arrive au bout de 4 mois. Si vous avez déjà un bon récit de persécution qui est très proche déjà de celui de l'OFPRA, il y a déjà un traitement à distance externalisé des demandes d'asile. Bon. Si ça se passe bien, on vous dit, bon d'accord, attendez la réponse de Paris, parce que Paris va faire des vérifications de sécurité, etc. C'est encore 3 mois. Donc ça veut dire que les migrants afghans, les candidats au séjour afghan, au refuge, doivent passer 8 mois à Téhéran, 7-8 mois à Téhéran, actuellement, ça c'était là. C'est très cher pour un Afghan de vivre à Téhéran pendant 8 mois. Il faut trouver de l'argent à l'extérieur, par des amis, par des associations. Mais cet argent, vous l'avez comment? Les systèmes de transfert monétaire américains ont été annulés par les Afghans et par les Iraniens, donc il faut passer par des intermédiaires personnels de confiance qui perçoivent leur commission au passage. Ça coûte très cher. Et donc, mais tout
tout s'achète. Il faut acheter les passeports pour toute la famille en Afghanistan. Il faut acheter le passage de la frontière pour sortir de l'Afghanistan, etc., etc. Et puis vous êtes racketté tout le temps. Le chef de comptoir de la compagnie aérienne qui vous conduira à Dubaï prétend que si vous êtes afghan, il faut aussi payer le billet de retour. Et là, il faut intervenir au téléphone pour dire si vous continuez à raconter n'importe quoi, inventer une règle de votre crue, ça va faire un gros problème entre l'ambassade de France et votre compagnie, etc., etc., etc. Donc ça, c'est la voie régulière. La procédure est pleine, je dis que la procédure est pleine d'aventures, et que l'aventure elle-même est pleine de procédures. Si vous choisissez la voie irrégulière, vous comprenez que des quantités de gens ne peuvent pas se permettre d'attendre 8 mois, 9 mois, de ramasser tout cet argent. Ils franchissent la frontière directement et essaient de se rapprocher le plus vite possible de l'Europe. Et c'est tout aussi aventureux. Donc l'idée qu'il y a deux espèces d'humanité, celle qui respecte la loi et celle qui la viole, et qu'il faut traiter différemment ces deux catégories d'humanité, c'est évidemment ne rien connaître la réalité des problèmes qui se posent. Et les choses sont infiniment plus complexes. Mais allez essayer d'expliquer ça à un ministre de l'Intérieur, c'est quand même très... ou même à M. Stefanini. Mais M. Stefanini, lui, il sait ce que c'est que les migrants. C'était lui, on s'en souvient, qui avait organisé l'expulsion de Saint-Bernard, au temps de la ville de Paris. Alors, vous avez l'accueil inconditionnel. Bon, là, l'accueil inconditionnel, une fois que les gens sont là, etc., au nom de votre idéal d'humanité, au nom de la charité chrétienne, au nom de toutes les valeurs que vous pouvez avoir, je comprends très bien qu'il y ait un accueil inconditionnel et que ça serve de principe fondamental. Maintenant, évidemment, si vous raisonnez à l'échelle mondiale, l'idée d'accueillir tous les migrants du monde, etc., moi, me paraît quand même difficile. Les hypothèses ont été envisagées, on a essayé de mesurer les conséquences, tellement de paramètres en jeu que c'est vraiment pas facile. Il y a un grand rapport de l'UNESCO, très bien fait, qui a mobilisé une dizaine de chercheurs du monde entier, d'ailleurs, de plusieurs continents, pour étudier l'hypothèse d'un monde sans frontières. Qu'est-ce que ça donnerait? Et les résultats sont très très variables selon les auteurs, selon les calculs, c'est assez compliqué. Bon. Donc, c'est un très bel idéal, c'est un idéal qui a... mais disons que à l'échelle individuelle, à l'échelle locale, etc., il se justifie pleinement. Après, évidemment, c'est difficile d'argumenter au niveau mondial sur cette affaire. Voilà. Mais là, je ne suis pas très à l'aise avec cette question-là, je le reconnais. Inclure l'immigration illégale, oui. Donc, je vous ai dit que dans la mesure des recensements, des enquêtes, etc., l'essentiel de la migration illégale est là, puisque ça se décante au bout de plusieurs années. Hein. Quand je vous dis pourcentage d'immigrés dans la population, c'est les immigrés qui sont venus là depuis plusieurs décennies pour certains, depuis 2-3 ans pour d'autres. C'est toutes les histoires qui sont réunies. C'est la résultante de tout. Et là, on n'a plus du tout les mêmes problèmes de mesure que si on essaie de savoir combien il y a d'entrées illégales. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes problèmes. Et puis, de toute façon, les comparaisons internationales que je vous ai données, le même problème se pose partout dans tous les pays. Ou alors, vous pensez que l'INSEE est l'institut statistique le plus lamentable de toute l'Europe. Et que non seulement c'est le plus lamentable de toute l'Europe, mais que ça s'aggrave d'année en année, puisque on estime des clandestins qui seraient de plus en plus nombreux, etc. Et que non, on est quand même loin de la situation américaine. Je rappelle qu'aux États-Unis, il y a à peu près 10 millions, 11 millions d'irréguliers qui sont estimés par plusieurs méthodes, et parce qu'il n'y a pas eu de régularisation depuis très longtemps. Alors nous, on a eu la circulaire Valls, qui tant bien que mal régularisait 30 000, 40 000 personnes par an, bon, ce qui n'était pas grand-chose. Hein. Maintenant, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et là, il y a un problème fondamental de la philosophie par rapport à l'irrégularité. Il y a une décision du Conseil d'État, un petit peu ancienne déjà, qui dit que lutter contre l'immigration irrégulière est un objectif d'ordre public qui a une valeur constitutionnelle. Alors c'est la grande phrase citée par ceux qui veulent lutter contre l'immigration illégale.
Mais si vous voulez prétendez qu'il faut arriver à une immigration irrégulière zéro immigration irrégulière, qu'à coup de. Voilà, je ne vais pas me leur tirer dessus, je ne sais pas comment, enfin bon, en les repoussant à la frontière, enfin ce que fait le Rassemblement national, on arriverait à l'immigration, non seulement l'immigration illégale zéro, mais même une rêve de l'immigration zéro. Bon. À ce moment-là, vous aurez des quantités d'irréguliers. Si vous fermez la frontière totalement, vous aurez des irréguliers. Ce sera un effet de nasse. Et ça aussi, c'est contraire à l'ordre public. Si vous avez, si la population des gens qui travaillent dans nos restaurants, dans nos exploitations agricoles ou horticoles, dans toutes sortes de, enfin, dans nos hôpitaux, pour soigner les personnes, les garder, le gardiennage, le nettoyage, etc. Si tout ça continue à se augmenter parce qu'on refuse toute régularisation, ben c'est aussi contraire à l'ordre public. En fait, il n'y a pas de philosophie fondamentale pour la régularisation zéro ou pour la régularisation systématique. Aucune de ces deux philosophies ne tient. Il faut bien avoir une certaine dose de régularisation. Et là, il y a trois solutions. Soit vous faites des régularisations massives. La dernière, qui n'était pas si massive que ça, c'était Sarkozy avec les parents d'enfants scolarisés. Vous vous souvenez peut-être de cet épisode. Soit on fait, alors aujourd'hui c'est écarté, on ne fait plus de régulation massive, c'est bon, écarté d'emblée. Soit on fait au fil de l'eau ou au cas par cas. Le fil de l'eau, ça veut dire qu'il y a une loi, et à mesure que les gens se présentent qui satisfont les critères de la loi, ce qu'on pouvait espérer que la circulaire Valls, qui n'a pas vraiment fonctionné, eh bien, au fil de l'eau, on prend les gens. Et puis il y a le cas par cas, ce qui est devenu la circulaire Valls, c'est-à-dire que pouvoir discrétionnaire du préfet, quelles que soient les situations, etc., il décide ou il ne décide pas la régularisation. Donc pendant longtemps, on a eu au fil de l'eau. Ensuite, on a été de plus en plus au cas par cas. Maintenant, le cas par cas est encore renforcé, puisque les préfets ont un pouvoir qui doit être accru, non pas diminué. Mais de toute façon, il faut bien qu'une des trois solutions fonctionne. L'idée de zéro régularisation, qui est régulièrement agitée, est infaisable. Voilà, j'ai répondu, je pense, à vos questions. S'il y a encore une deuxième salle. Oui, deuxième salle. Là-bas tout au fond. Là-bas, puis ensuite là. Monsieur Hérin, je voudrais alors votre avis. Moi, j'ai vécu sous Giscard d'Estaing, il demandait, avec le MEDEF, le regroupement familial. L'homme de droite. Là, vous avez M. Rotaillot, l'homme de droite, qui dit que les immigrés qui rentrent chez eux. J'ai bien compris. Alors, je voudrais savoir votre point de vue. D'accord. Donc, regroupement familial Giscard. Alors, les réflexions, les flux financiers générés par l'émigration, alors vous en avez parlé un petit peu, il y a une chose qui est scandaleuse pour moi, c'est l'Europe, l'Angleterre qui achète, qui paye la France pour ses pas de migration, l'Europe qui paye la Turquie pour retenir ses migrants, l'Europe qui paye la Libye pour retenir ses migrants, l'Europe qui est en train de prévoir de faire étudier, faire analyser les critères, disons, d'accueil à l'étranger, que les gens restent à l'étranger et qu'on travaille là-bas. Donc ça, moi, je trouve ça effarant. On parle beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump, mais je trouve qu'on fait du Trump un peu petit, un peu plus bas, et c'est un petit peu ça, avec de l'argent, se débarrasser des migrants. Et puis il y a une autre chose qui m'étonne un peu en France, c'est que on n'a pas de... Quand il y a des mensonges qui sont dits, Madame Le Pen qui dit que les migrants, l'aide, l'ADA, l'allocation qui touche, est plus importante que le minimum vieillesse. Quand on dit que les migrants coûtent de l'argent à la France, alors que l'OCDE a prouvé que ça rapportait de l'argent à la France, quand on dit... Il n'y a pas beaucoup de réactions importantes,
enfin, qui soit dans les médias, je trouve qu'il n'y a pas, ça ne vient pas. Enfin, on n'a pas ce discours-là, on n'entend pas cette erreur, vous avez dit un mensonge. On n'a pas peur de dire à propos de ça. Là, on est plutôt timide et vous avez donné des tas de cas de Retailleau ou Darmanin avant qui disent des mensonges ou des exagérations. Merci. Une dernière question. Là-bas, tout en haut à gauche, il y avait une. Non. C'est étudiant. Ah oui. Alors, ça va peut-être trois questions en deux, entre guillemets. La première, c'est est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France est en capacité d'accueillir plus d'immigration Quels sont les avantages que l'on pourrait en tirer Et s'il y a autant d'avantages, pourquoi l'État ne veut pas en accueillir plus, justement C'est quoi? Ça permet d'aller jusqu'à. T'as encore un quart d'heure. Oui, bah écoutez, je vais répondre déjà à cette série. Alors, oui. Ah oui, je vais y revenir, d'accord. Alors, Giscard, regroupement familial, ce qui est assez curieux quand on regarde l'histoire, moi je me souviens très bien de cette période, je m'éveillais à la vie politique, quand j'étais étudiant sous Giscard. Le regroupement familial, c'est surtout un discours à l'extrême droite. Tantôt on l'impute à Giscard, il était président à ce moment-là, tantôt on l'impute à Chirac. Vous n'imaginez pas sur les réseaux sociaux le nombre d'accusations lancées contre Chirac ou Giscard qui aurait autorisé le regroupement familial, donc ouvert les vannes, hein, c'est l'expression utilisée, et du coup créé cette déferlante, etc. etc. Bon. En fait, c'est pas ça qui s'est passé, c'est le Conseil d'État, ce sont les associations, c'est d'abord qu'est-ce qui s'est passé au moment de la crise pétrolière de 1974. Raymond Barre a eu l'idée, non pas d'interdire le regroupement familial, mais d'interdire aux bénéficiaires du regroupement familial de travailler en France. Il pensait qu'on réduirait le chômage en interdisant aux regroupés de travailler en France. Et c'est sur ce point précis que le GISTI, mais aussi la CGT, toute une série d'autres associations, enfin, on parle de l'arrêt GISTI, ont présenté ce cas au Conseil d'État, et là le Conseil d'État a expliqué qu'il y a un droit fondamental qui est le droit de vivre en famille, le droit de mener une vie familiale normale, c'est dans la Convention européenne des droits de l'homme, enfin c'est également dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, et que le droit de vivre normalement en famille implique de pouvoir travailler pour tous les membres de la famille qu'ils souhaitent. Voilà. Et donc, la décision du Premier ministre, donc c'était Raymond Barre, à l'époque, a été cassée. Ensuite, alors auparavant, Chirac avait autorisé provisoirement comme ça le regroupement familial de façon provisoire, mais il savait qu'on allait déférer tout ça au Conseil d'État. C'est le Conseil d'État d'ailleurs, alors cet arrêt GISTI fait partie des grands arrêts du Conseil d'État. Il y a un recueil, il est semi-officiel, des grands arrêts du Conseil d'État, c'est les arrêts dont on sait un peu rétrospectivement qu'ils ont vraiment changé la donne dans leur domaine, et l'arrêt GISTI, 1978, fait partie des grands arrêts du Conseil d'État. Il a ensuite été dépassé, cet arrêt, un peu absorbé, parce que l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, d'une certaine manière, a repris l'article 8 de la Convention européenne, qui est le droit à la vie privée familiale, en l'interprétant à la manière du Conseil d'État français, en disant ça implique aussi le regroupement familial. Je rappelle que la Cour européenne des droits de l'homme, contrairement à ce qu'on raconte, n'autorise pas automatiquement le regroupement familial, absolument pas. On a toute une série de décisions de la CEDH, la Cour de Strasbourg, qui donne raison à l'État qui s'opposait au regroupement familial. La jurisprudence est très complexe. Et si vous voulez savoir exactement ce que fait la Cour européenne des droits de l'homme, et moi je le dis à chaque fois que je rencontre des politiques qui m'opposent ça, mais il y a un mode d'emploi à la CEDH qui est en ligne sur le site du Conseil de l'Europe. Il y a une fiche spéciale sur l'article 8, sur son interprétation, sur tous les cas où il a été utilisé, etc.
Et il n'y a pas du tout, contrairement à ce qu'on a sans cesse raconté ces derniers mois, ces dernières années, d'autorisation automatique de la Cour européenne des droits de l'homme pour le regroupement familial. La Cour européenne donne aux États ce qu'on appelle une marge d'appréciation qui est de plus en plus importante. Et donc, c'est important ça, parce que vous avez toutes ces hommes politiques, dont Laurent Wauquiez est le plus notable, qui disent qu'il faut qu'on se débarrasse de la Cour européenne des droits de l'homme, à cause de l'article 8. Il faut qu'on se débarrasse du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, etc. C'est un des... Voilà. Le grand ménage avait expliqué Laurent Wauquiez. Mais cette idée est reprise par beaucoup de fractions importantes du monde politique. Donc, le regroupement familial était possible. Il existait déjà avant, de fait, parce que... Pourquoi j'ai marché dessus? J'ai pris les pieds. Voilà. Excusez-moi. Donc, il y avait déjà un regroupement familial avant 73-74, donc il est autorisé depuis, mais il existait déjà assez fortement avant 73-74. Il est maintenant réduit. Je rappelle que l'immigration familiale, ce n'est pas seulement le regroupement familial. Hein. Il y a déjà au moins deux grandes parties dans l'immigration familiale. Il y a les Français qui ont le droit d'épouser des étrangers ou des étrangères. Et ça, c'est un droit, tout le monde a le droit d'épouser qui voulait, y compris un étranger, c'est terrible, mais ça déclenche une migration. Voilà. Et ça, c'est pas le regroupement familial, c'est un droit banal. Et puis, il y a le droit qu'un étranger, déjà installé en France, sous certaines conditions de ressources, de surface d'appartement, de salaire, etc., à faire venir son conjoint ou ses enfants mineurs. Et la Cour européenne des droits de l'homme dit que dans certains cas, si le séjour se prolonge, si la personne n'a plus d'intérêt dans son pays d'origine, si elle n'a pas d'autre horizon que la France, eh bien, il serait disproportionné de lui refuser le regroupement familial. Voilà la situation actuelle. Alors, sous-traitance, oui, nous sommes les petits sous-traitants de l'Angleterre pour... nous faisons quelque chose de très spécial dans le Calaisis. Nous empêchons les migrants qui veulent aller à l'étranger d'y aller. Nous les retenons sur notre territoire. Ce qui est un paradoxe quand même quand on y pense. On aimerait bien que l'Italie fasse la même chose pour nous. L'Italie aimerait bien que la Tunisie fasse la même chose. La Tunisie aimerait bien que la Libye, etc. Donc effectivement, il y a cette sous-traitance en cascade, comme par hasard du nord vers le sud, et qui est un système de défausse. Et en plus, les résultats ne sont pas au rendez-vous, parce que quand vous regardez le nombre de barques qui traversent la Manche, c'est toujours désespérément en hausse d'année en année. Je ne sais pas si vous avez visité le Calaisis, mais peut-être il faut aller voir ça. Hein. C'est des kilomètres de murs. C'est des murs qui montent parfois aussi haut que le plafond de cette salle, de murs de barbelés. Les stations-service sont entourées de barbelés pour que les gens n'aillent pas se loger dans les camions, etc. C'est très très impressionnant. Tout ça est financé en grande partie par l'Angleterre, mais sans grand résultat. Donc moi je pense que la politique du mur va dans le mur, mais bon. Voilà, sous-traitance, oui. Alors, le coût de l'immigration, il y a des mensonges, ils sont connus, on n'a pas de réaction. Bon, alors là, le problème, c'est que les journalistes, je commence à bien les connaître, ils sont quand même de qualité très inégale, pour dire les choses gentiment. Mais c'est vrai que sur un plateau de télévision, quand un homme politique ou une femme politique raconte une énormité, le journaliste n'est pas là pour dire « c'est faux ». Voilà, ça, je l'ai quasiment jamais vu. Et moi j'ai un problème, par exemple, je fais partie des quelques personnes qui sont interviewées de temps en temps à la télévision sur le sujet. Alors on m'appâte en disant oui, vous allez pouvoir nous dire un peu les faits, puis après il y a l'idée qu'il y aura le débat politique qui lui sera une chose sérieuse. Bon. Donc je commence à parler des faits, mais je suis même pas arrivé à la deuxième ou la troisième phrase, comme dire oui, mais l'opinion publique. Et nous vivons effectivement dans un monde où, ça c'était la formule de M. Patrick Boisson, qui fut conseiller de Sarkozy pendant des années, l'homme des sondages.
l'homme des 350 sondages de l'Élysée, qui lui a expliqué un jour sur France Culture, dans une émission, qu'en politique, ce sont les opinions qui tiennent lieu de faits. Les faits sont les opinions. Ça a été dit avec une clarté extraordinaire, et c'est une idée qui est extraordinairement répandue. Donc, il suffit qu'un homme politique dise « les Français nous le demandent », et aussitôt, ça va. Il faut, j'ai pas eu le temps, il faudrait des heures pour parler de tout ça, mais enfin, les sondages, c'est quand même très particulier. Quand vous demandez aux gens, pensez-vous qu'il y a trop d'immigrants en France? Oh, les 60%, 70% disent oui. Dans l'enquête de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, c'est même descendu au lieu de 50%, ça remonte, ça varie en fonction des attentats, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est un questionnaire qui, globalement, est plus positif à l'égard de l'immigration et qui fait que les gens réfléchissent déjà. Et on dit, voilà. Mais quand vous dites, bon, d'accord, vous voulez réduire l'immigration, très bien. Où? Dans quel secteur? Dans le transport, dans les soins de personnes, dans le gardiennage, dans la sécurité, dans les hôpitaux? Ah, ben là, on n'est plus tellement d'accord pour réduire l'immigration. C'est comme pour les fonctionnaires. Il y en a trop, c'est inconnu, mais il y en a trop où? Dans les hôpitaux, dans la poste, dans l'éducation, voilà. Bon, on n'est pas encore sous le régime de Musk, donc... vous voyez, non, mais et c'est pour ça que des questions circonstanciées dans un sondage ne donnent pas du tout les mêmes résultats que des questions très générales. Quand on pose des questions très générales, les gens donnent des réponses générales. Quand on pose des questions simplistes, les gens donnent des réponses simplistes. Voilà. Alors, la capacité. Quelle serait la capacité d'accueil de la France? Est-ce qu'on pourrait accueillir plus d'immigrés que maintenant? Voilà la question. Alors, j'ai dit assez tôt au début de mon exposé que personne n'était capable de déterminer scientifiquement le nombre idéal de la proportion idéale d'immigrés dans le pays. C'est pas possible, il y a tellement de variétés à travers le monde qu'on ne voit pas comment tel ou tel pourcentage pourrait servir de modèle, d'offrir un optimum. Alors, qu'est-ce que c'est que les capacités d'accueil? D'abord, les capacités d'accueil, moi je distingue deux types de capacités d'accueil. Il y a les capacités d'accueil structurelles. Vu notre population, vu notre richesse, notre PIB, est-ce que nous prenons notre part? C'est quoi notre part? Nous sommes 15% de la population de l'Europe, nous avons 18% de son PIB. Si on accueillait au prorata de la population du PIB les demandeurs d'asile, selon une répartition équitable, on devrait prendre 15% des Syriens qui ont réussi à déposer une demande de l'Europe, ou 15, 16, 17, 18%, ça dépend des... Voilà. On n'en prend pas 15%, on en prend 4%. Les Afghans, on a fait un effort considérable, mais c'est 12%, et les Allemands, c'est encore 33%. Donc, quand on essaie déjà de dire chacun doit prendre sa part, en fonction de notre capacité d'accueil structurelle de notre population, il est normal que nous accueillions plus de monde que le Luxembourg, les Pays-Bas et moins que les États-Unis, vu notre population et vu notre richesse. Donc déjà, ça c'est les capacités d'accueil structurelles. Après, il y a les capacités d'accueil décidées politiquement. Et ça, c'est par exemple l'administration, l'investissement administratif que l'on consacre à ça. En Espagne, pays qui a été longtemps un pays d'émigration, il n'y avait aucune structure pour traiter la demande d'asile. Ils ont bricolé, il y avait 200 personnes en tout, dans tout le pays pour accueillir la demande d'asile, des files d'attente interminables. Ils n'ont pas la tradition historique administrative d'accueil. Nous, depuis le 19e siècle, on accueille des exilés. La Restauration était l'époque où on a le plus accueilli d'exilés au 19e siècle. Eh bien, c'est une longue tradition administrative. Et donc, si vous faites l'effort, alors il est difficile à faire, si vous regardez toutes les lois de finances de tous les pays européens, et vous essayez d'identifier quelles sont les capacités administratives, les ressources humaines affectées à l'accueil des migrants. Chez nous, ce serait les bureaux du séjour et de la régularisation des préfectures, ce serait l'OFII, l'Office français d'intégration et d'immigration, l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et les apatrides, ce serait la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, quelques services municipaux. Si vous totalisez tout ça en France, vous arrivez à quelque chose comme 1500 personnes, 1600 personnes, et aussi l'argent. Bon, en Allemagne, ils sont plutôt aux alentours de 5000. En Espagne, c'est quelques centaines.
Donc ça aussi, c'est les capacités d'accueil. Elles ne tombent pas du ciel. On me demandait, Monsieur Errand, combien pouvons-nous accueillir d'immigrés? Ce n'est pas une question scientifique, c'est une décision politique. Et là, il faut faire le départ. Alors vous pouvez militer pour ou contre un certain niveau de capacité d'accueil, mais voilà. Donc la Cour des comptes, à plusieurs reprises, s'est penchée sur la question. Elle a toujours dit qu'on peut chiffrer l'accueil dans les premiers mois, le coût de les premières années, pour les primo-arrivants, comme on dit, le coût de l'alphabétisation, de l'hébergement, ces choses-là, mais que si on veut intégrer la longue durée, là, c'est très difficile à faire. Alors il y a des gens, je pense par exemple à M. Jean-Paul Gourevitch, qui alimente tous les parlementaires depuis des décennies là-dessus, qui est régulièrement cité par le Rassemblement national, qui dit « Ah ben moi je compte la seconde génération dans le coût d'immigration ». Et je vais vous dire comment il fait. Il prend tous les ministères l'un après l'autre. L'éducation nationale, ben c'est bien simple. S'il y a 13% d'élèves qui sont enfants d'immigrés, ça fait 13% du coût d'immigration de l'éducation nationale, du budget de l'éducation nationale. Et puis il répète, alors non, le problème c'est qu'on ne connaît pas les clés de répartition équivalentes pour tous les ministères. Et puis la défense nationale, on peut l'affecter à qui? À quelle fraction de la population? Et donc on arrive à cette solution, cette question étrange, c'est que quand vous comptez la première génération et la deuxième, celle qui est née en France, on arrive à 22-23% de la population. L'enquête trajectoire et origine a eu l'autorisation il y a quelques années même de poser la question du pays de naissance des grands-parents. Et là, quand vous apercevez qu'à peu près 31% de la population française qui est liée à l'immigration sur une, deux ou trois générations. Entendons bien, ce chiffre a été compris par l'extrême droite comme étant une chose absolument scandaleuse, on est compte en étant envahi. Non, ça veut dire quoi ces 31%? Ça veut dire que 31% de la population de la France est soit immigrée, soit enfant d'un ou deux immigrés, soit petit enfant de 1, 2, 3 ou 4 immigrés. Vous comprenez? Et la même enquête nous a révélé que les gens qui ont leurs 4 grands-parents immigrés, ce n'est que 5% de la population. Et même les Maghrébins, par exemple, il n'y a que 20% qui ont leurs 4 grands-parents immigrés. Ça veut dire que dans l'intervalle, il y a des brassages, il y a des mariages mixtes. Et ça veut dire que le décompte, les projections démographiques qu'on fait en disant mais la minorité risque de devenir majoritaire avec le temps, etc. Non, les minorités vont se majoriser, si j'ose dire. De même qu'aux États-Unis, il y a un siècle, c'est qu'on rappelait des historiens américains, il y a un siècle, les gens qui avaient des noms juifs, qui avaient des noms slaves, qui étaient catholiques, qui étaient italiens, etc., ne faisaient pas partie de l'identité américaine. Aujourd'hui, plus personne ne nie, sauf quelques suprémacistes quand même. En France, le processus est le même, c'est-à-dire que les contours de la majorité, ce qui sépare la majorité des minorités, ça va forcément changer. Des gens qui portent des noms flamands, pendant longtemps, c'était d'abord la Belgique, surtout flamande, qui était très pauvre, qui immigrait en France. Puis des gens qui ont des noms italiens, espagnols, portugais, arabes, Rima, Abdul Malak. Personne n'a nié sa francité. Donc il va falloir arriver, et l'enquête que je viens de vous citer montre que structurellement c'est bien ça qui est en train de se passer, les brassages des populations, elles ne se séparent pas, elles se rapprochent au fil des générations. Eh bien, ça nous montre qu'il y a encore, certes, une bataille culturelle à mener, on le voit bien avec Zemmour et compagnie, mais quand même, globalement, la structuration de l'immigration et de l'intégration dans la société française est telle que les populations vont se rapprocher. Et donc, si vous faites des projections en figeant la barrière entre majorité et minorité actuellement, comme aux États-Unis, on dit non-hispanic white, les blancs qui ne sont pas hispaniques, ça, ce serait ça la majorité. En 2035, ils seront minoritaires. Mais oui, mais les contours même de la majorité ont changé. Le noyau d'identité n'est plus le même qu'il y a 100 ans. Eh bien, nous continuerons ce travail d'intégration des minorités. Ça, c'est ma conviction profonde, mais qui n'est pas juste une conviction en l'air, qui se fonde sur l'observation des données d'enquête au fil des générations. Bon, et puis... Je pense qu'il
faut pas tarder à arrêter. Et ben voilà, alors... C'est passé l'heure. Alors, et la question qui fâche, c'est la délinquance, le lien entre la délinquance Un mot. et l'immigration. Alors, bon, c'est une affaire compliquée. Et il n'y a pas beaucoup de données. Hein. Il y a des données surtout sur les nationalités. Il faut défalquer la délinquance qui est liée au fait même d'être un étranger, l'infraction à la législation sur les étrangers, ce qu'on appelle les ILE. Évidemment, c'est normal que ce soit les étrangers qui y soient. Bon. Maintenant, quand on défalque ça, qu'est-ce qui reste? Il a été démontré que un des grands problèmes des étrangers face à la justice, c'est le manque de garantie de représentation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes domiciles fixes, les mêmes garanties qu'on a de les retrouver, de les domicilier, etc. Et donc, à délit équivalent, la probabilité d'être incarcéré est plus forte pour les étrangers. Quand on fait l'analyse de tout ça, on n'a pas encore épuisé toute la différence entre le taux de délinquance des natifs et le taux de délinquance des immigrés. Il faut effectivement une certaine durée d'intégration pour que les taux se rapprochent. C'est à la 3e génération, semble-t-il, mais on manque quand même cruellement de données là-dessus. Moi, je suis l'auteur de la seule enquête précise sur le sujet, figurez-vous. Quand j'étais à l'INSEE, l'enquête famille, qui est une grande enquête démographique sur le développement de la famille, a inclus pour la première fois toutes les communautés, les couvents, les EHPAD et les prisons. On a obtenu le droit du ministère de la Justice et donc on a pu mesurer qu'effectivement il y avait une surreprésentation. Alors à l'époque c'était en 99, vous voyez, ça n'a jamais été refait depuis. Une surreprésentation de l'Europe centrale et du Maghreb dans la délinquance incarcérée. Donc oui, il faut travailler à ça, bien entendu. Merci beaucoup.